notre temps. Mikhaïl Lermontov. Préface de l'auteur. Dans tout livre, la préface est ordinairement la première chose et en même temps la dernière. Elle sert ou à indiquer le but de l'ouvrage, ou à le justifier et à répondre par avance à la critique. Mais on aurait tort de croire que j'écris celle-ci dans l'intérêt moral des lecteurs, ou contre les attaques des critiques de journaux. Ni les uns ni les autres ne la liront. Et je regrette qu'il en soit ainsi, surtout dans notre pays où le public est encore si primitif, si ingénu, qu'il ne comprend pas les fables si à la fin il n'y trouve une moralité. Il ne devine pas la plaisanterie et ne saisit pas l'ironie. Il est simple et grossièrement élevé. Il ne sait pas encore que dans le monde comme il faut, et dans un livre de bon ton, une discussion violente ne peut avoir lieu d'une manière trop apparente. Il ignore que la civilisation actuelle a découvert des armes plus fines, presque invisibles, et non moins sûres, qui, sous le couvert de la flatterie, vous portent des coups mortels et inévitables. Notre public ressemble à un paysan qui, entendant causer deux diplomates, appartenant à des cours ennemis, resterait persuadé que chacun d'eux trompe son gouvernement, dans l'intérêt d'une douce et réciproque amitié. Ce livre m'a valu d'essuyer naguère les ennuis de la malheureuse crédulité des lecteurs et des journaux, et ceci dans le sens littéral du mot. Ainsi les uns se sont tenus pour offenser sérieusement, en croyant se reconnaître dans ce type inexcusable que j'ai appelé un héros de notre temps. D'autres ont fait remarquer avec beaucoup de malignité que l'auteur avait dû peindre son propre portrait et celui de ses connaissances. Vieille et misérable idée. La Russie est ainsi faite que de pareilles absurdités peuvent s'y propager facilement. Le plus fantastique des contes a chez nous bien de la peine à se soustraire aux reproches d'attaques dirigées contre quelque individualité. Le héros de notre temps, mes très chers lecteurs, est réellement un portrait, mais non celui d'un seul individu. Ce portrait a été composé avec tous les vices de notre génération, vices en pleine éclosion. À cela vous me répondrez qu'un homme ne peut être aussi méchant. Mon Dieu, si vous croyez à la possibilité de l'existence de tous les scélérats de tragédies et de romans, pourquoi ne croiriez-vous pas que Petchorine ait pu être ce qu'il est dans ce livre? Si vous avez aimé des fictions beaucoup plus effrayantes et plus difformes, pourquoi ce caractère ne trouverait-il pas grâce auprès de vous comme toute autre fiction? C'est que, peut-être, il se rapproche de la vérité plus que vous ne le désirez. Il est vrai que cette justification n'est ni complète ni victorieuse. Mais permettez, pas mal d'hommes ont passé leur temps à se nourrir de douceur et leur estomac s'est gâté. Il leur faut maintenant la médecine amère des vérités piquantes. N'allez pas cependant croire, après cela, que l'auteur de ce livre ait fait le rêve orgueilleux de s'établir en redresseur de l'humanité vicieuse. Dieu le préserve d'une pareille sottise. Non, il lui a paru tout simple et amusant de dépeindre un homme de notre époque, comme il l'entendait, et comme, pour notre malheur commun, il l'a trop souvent rencontré. Il suit de tout cela que la maladie est indiquée. Mais comment la guérir? Dieu seul le sait. Bella. Je partis de Triflis en voiture de poste. Tout mon bagage se composait d'un seul petit porte-manteau, à moitié rempli de mes écrits sur mes excursions en Géorgie. Par bonheur pour vous, amis lecteurs, une grande partie de ces écrits fut perdue, mais la valise qui contenait les autres objets, par bonheur pour moi, resta tout entière. Déjà le soleil commençait à se cacher derrière les cimes neigeuses lorsque j'entrai dans la vallée de Koïtchaoursk. Le conducteur circassien fouettait infatigablement ses chevaux, afin de pouvoir gravir avant la nuit la montagne, et, à pleine gorge, chantait ses chansons. Lieu charmant que cette vallée. De tous côtés, des monts inaccessibles, des rochers rougeâtres d'où pendent des lierres verts et couronnés de nombreux platanes d'Orient, des crevasses jaunes tracées et creusées par les eaux, et puis plus haut, bien haut, la frange argentée des neiges. En bas, l'Aragva, qui mêle ses eaux à un autre ruisseau sans nom, et qui, se précipitant avec bruit d'une gorge profonde et obscure, se déroule comme un fil d'argent et brille comme un serpent couvert d'écailles.
En approchant du pied de la montagne de Koïchaoursk, nous nous arrêtâmes auprès d'une cabane. Là étaient rassemblés une vingtaine de Géorgiens et de montagnards. À proximité, une caravane de chameliers s'était arrêtée pour passer la nuit. Nous étions en automne et il y avait du verglas. Aussi fus-je obligé de louer des bœufs pour traîner ma voiture jusqu'en haut de cette montagne, qui est à environ 2 verstes de la vallée. Comme je n'avais pas ce parti à prendre, je louai 6 bœufs et quelques hommes du pays. L'un de ces derniers plaça ma valise sur ses épaules, et les autres se mirent à aider les bœufs en poussant ensemble un grand cri. Derrière ma voiture, 4 bœufs entraînaient une autre aussi facilement que si ce n'eût été rien pour eux. Elle était cependant chargée jusqu'en haut. Cette circonstance m'étonna. Son maître la suivait en fumant une pipe de kabarda, montée en argent. Il portait une tunique d'officier sans épaulettes et un chapeau fourré de circassien. On lui aurait donné 50 ans. Son teint basané indiquait qu'il avait fait depuis longtemps connaissance avec le soleil du Caucase, et ses moustaches, blanchies avant l'âge, ne répondaient point à son allure vigoureuse et à son air dégagé. Je m'approchai de lui et le saluai. Il répondit en silence à mon salut et lança une grande bouffée de tabac. « Il me semble que nous suivons le même chemin, » lui dis-je. Il me salua de nouveau en silence. « Vous allez probablement à Stavropol, » continuai-je. « C'est cela, précisément avec une mission de la couronne. Dites-moi, je vous prie, comment il se fait que ces 4 bœufs traînent si facilement ce lourd chariot, tandis que 6 autres, aidés de ces hommes, peuvent à peine tirer le mien, qui est vide. » Il sourit avec un air malin et me dit, en me regardant d'une manière significative, « Vous êtes probablement depuis peu au Caucase. » « Il y a environ 1 an. » Il sourit une deuxième fois. « Eh bien, que voulez-vous dire ?»« Ah, voilà. Ces orientaux, voyez-vous, sont d'affreuses canailles. Vous croyez qu'ils excitent leurs animaux parce qu'ils crient? Mais qui diable comprend ce qu'ils disent? Si, les bœufs. Vous auriez beau en atteler 20 quand ils poussent leurs cris, les bœufs ne bougent pas de place. Ce sont de terribles filous. Et que peut-on espérer d'eux? Ils n'aiment que l'argent qu'ils arrachent aux voyageurs. On les a gâtés, ces voleurs. Vous verrez qu'ils vous demanderont encore un pourboire. Moi, je les connais bien, et ils ne me trompent plus. Est-ce qu'il y a longtemps que vous servez ici? Oui. J'ai déjà servi sous Alexis Petrovitch, répondit-il en s'inclinant. Lorsqu'il vint prendre le commandement, j'étais sous-lieutenant, et sous ses ordres, je reçus 2 grades dans nos affaires contre les montagnards. Et maintenant vous êtes? Maintenant, j'appartiens au 3e bataillon de ligne. Et vous, peut-on vous demander? Je déclinai mon nom et ma position. La conversation finit à ces paroles et nous continuâmes de marcher en silence, l'un près de l'autre. Au sommet de la montagne, nous trouvâmes de la neige. Le soleil se cacha et la nuit succéda au jour, sans intervalle, comme cela arrive habituellement dans le midi. Grâce aux traces marquées sur la neige, nous pûmes aisément distinguer le chemin, qui allait toujours en montant. Comme il n'était pas aussi raide, j'ordonnai de placer ma valise dans la voiture, de remplacer les bœufs par les chevaux, et une dernière fois je plongeai mon regard dans la vallée. Un brouillard épais montait comme un flot du fond du défilé et le voilait entièrement. Pas le moindre bruit ne parvenait à notre oreille. Les circassiens m'entourèrent en faisant quelques tapages et me demandèrent un pourboire. Mais le capitaine les apostropha si durement qu'ils s'enfuirent en un instant. « Voyez quel peuple !» me dit-il. « Ils ne savent pas demander du pain en russe, mais par exemple, ils ont appris à dire « Seigneur l'officier, donne-moi un pourboire !» Selon moi, les Tartares valent mieux. Ils ne boivent pas. Il restait encore une verste à parcourir avant d'arriver au relais. Autour de nous, tout était calme. Si calme que par le murmure des moucherons, on aurait pu suivre leur vol. À gauche se trouvait un précipice sombre. Derrière ce précipice, et devant nous, les crêtes des montagnes, d'un bleu foncé, sillonnées par de grandes ravines et couvertes de neige, se dessinaient sur un horizon pâle, gardant encore les derniers reflets du crépuscule. Dans le ciel assombri, les étoiles commençaient à briller, et il me semblait, chose étrange, qu'elles étaient plus élevées que dans nos contrées du nord.
Des deux côtés de la route, des pierres nues et noires surgissaient de dessous la neige comme des arbustes. Pas une feuille ne bougeait, et c'était plaisir d'entendre, au milieu de ce tableau de nature morte, le souffle de l'attelage de poste fatigué et le tintement inégal des grelots russes. « Demain, le temps sera très beau !» m'écriai-je. Le capitaine ne répondit pas un mot, mais il me montra du doigt la haute montagne qui s'élevait juste en face de nous. « Quelle est donc cette montagne ?»« C'est le mont Goutte. »« Eh bien, que peut-il nous indiquer ? Regardez comme il fume. » En effet, la montagne fumait. Sur ses flancs rampaient de légers flocons de vapeur, et sur son sommet, on apercevait un nuage noir. Si noir qu'au milieu des ténèbres du ciel, il faisait tache. Déjà nous distinguions le relais de poste et le toit des cabanes qui l'entouraient. Devant nous se montraient des feux hospitaliers lorsque nous ressentîmes de l'humidité et un vent froid. Le défilé rendit un son prolongé et une pluie fine commença à tomber. À peine avais-je mis mon manteau que la neige couvrait déjà la terre de tous côtés. Je regardais avec inquiétude le capitaine. « Nous serons obligés, dit-il avec un air peiné, de passer la nuit en ce lieu. Au milieu d'un pareil tourbillon de neige, on ne peut traverser les montagnes. »« Y a-t-il déjà eu des avalanches sur le Kristovoy ?» demanda-t-il au conducteur. « Non, seigneur, il n'y en a pas eu encore, » répondit le circassien. « Mais elles sont imminentes en ce moment. » Au relais, les chambres manquant pour les voyageurs, nous allâmes coucher dans une cabane enfumée. J'invitai mon compagnon de route à prendre avec moi une tasse de thé, car j'emportais toujours une théière en métal, mon unique soulagement pendant mes pérégrinations au Caucase. La cabane adhérait par un côté au rocher. 3 marches humides et glissantes conduisaient à la porte. J'entrai à tâtons et me heurtai contre une vache. L'étable, chez ces gens-là, tient lieu d'antichambre. Je ne savais où me mettre. Ici des brebis bêlaient, là un chien grognait. Par bonheur, dans un coin, luisait un jour terne qui me permit de trouver une autre ouverture assez semblable à une porte. Là, on découvrait un tableau intéressant. Une large cabane dont le toit s'appuyait sur 2 poteaux enfumés était pleine de monde. Au milieu, pétillait un petit feu allumé par terre, et la fumée, chassée par 2 courants d'air qui venaient des ouvertures du toit, étendait autour de la chambre un voile si épais que de longtemps je ne pus m'orienter. Devant le feu étaient assises 2 vieilles femmes, une multitude d'enfants et un seul Géorgien d'aspect misérable. Tous étaient en guenilles. Que faire ? Nous nous réfugiâmes près du feu, nous nous mîmes à fumer nos pipes, et bientôt la bouilloire commença à chanter agréablement. « Pauvres gens !» dis-je au capitaine, en indiquant nos hôtes qui se taisaient et nous regardaient avec une espèce d'ébahissement. « Peuple stupide !» répondit-il. « Croyez-le, ils ne savent rien et sont incapables de quelque civilisation. Au moins nos Kabardiens et nos Circassiens, quoique bandits et pauvres airs, ont en revanche des têtes exaltées. Mais ceux-ci n'ont aucun goût pour les armes et on ne trouve sur eux aucune arme de quelque valeur. Ce sont certainement des Géorgiens. »« Mais êtes-vous resté longtemps à Tchétchnia ?»« Oui, je suis resté 10 ans dans la forteresse, avec une compagnie près de Kamen-Broda. Connaissez-vous ces lieux ? » ?»« J'en ai entendu parler. »« Ah, ces drôles nous ont bien ennuyés alors. Grâce à Dieu, maintenant ils sont plus tranquilles. On ne pouvait à cette époque faire 100 pas au-delà du rempart, sans trouver en face de soi quelque diable qui faisait le guet. Et à peine l'aperceviez-vous, et le regardiez-vous, que vous aviez déjà une corde autour du cou, ou une balle dans la tête. Ah, ce sont de rudes gaillards. Mais sans doute il a dû vous arriver bien des aventures, lui dis-je, excité par la curiosité. Comment ne m'en serait-il pas arrivé? Ah oui, j'en ai eu beaucoup. Il se mit à tirer sa moustache, pencha sa tête et devint pensif. Je désirais ardemment avoir de lui quelques récits, désir naturel chez tous les hommes qui voyagent et écrivent. Le thé était prêt. Je tirai de ma valise 2 verres de voyage, je remplis et en plaçai un devant mon compagnon. Il huma quelques gouttes et comme s'il se parlait à lui-même. « Oui, murmura-t-il, il m'est arrivé bien des choses. » Cette exclamation augmenta mon espoir. Je savais que les vieux du Caucase aiment à raconter et longuement. L'occasion leur en est si rarement donnée.
On passe quelquefois 5 années entières dans un lieu écarté, et pendant ce temps, pas un homme ne vous dit simplement bonjour. C'est à peine si le sergent-major lui-même vous salue par ces mots. Votre seigneurie, je vous souhaite une bonne santé. Et cependant, il y aurait de quoi causer, car on a autour de soi des peuples sauvages et bien curieux à étudier. Là, chaque jour est un danger. Des événements merveilleux surviennent, et il est regrettable que nous écrivions si rarement. Ne voulez-vous pas ajouter du rhum à votre thé? Dis-je à mon compagnon de causerie. J'en ai du blanc de Tiflis. Il fait si froid ce soir. Non, je vous remercie, je ne bois pas. Pourquoi cela? Ah, c'est comme cela. Je me le suis juré, lorsque je n'étais encore que sous-lieutenant, et voici pourquoi. Une fois où nous avions un peu bu entre nous, il y eut une alerte de nuit. Nous marchions déjà devant le front des troupes avec une pointe de vin, et l'on était en train de nous réprimander, lorsqu'Alexis Petrovitch l'apprit. Grand Dieu, quelle colère s'empara de lui! Peu s'en fallut qu'il ne nous envoyât devant un conseil de guerre, car nous l'avions mérité. Cependant, que voulez-vous? On passe quelquefois dans ces lieux une année entière sans voir une âme, et alors, si l'on a de l'eau-de-vie sous la main, on est un homme perdu. En entendant cela, je sentis fuir presque l'espoir que je caressais. Mais il reprit. Ainsi, par exemple, lorsque les circassiens, soit aux noces, soit aux funérailles de l'un des leurs, se sont enivrés de bousa, il arrive presque toujours quelque bataille. Une fois, entre autres, j'eus bien de la peine à tirer mes jambes de là, et encore étais-je en visite chez un prince soumis. Comment cela vous arriva-t-il? Voici, dit-il. Il bourra sa pipe, aspira une bouffée de tabac et se mit à raconter. J'étais alors avec ma compagnie dans la forteresse qui est sur le Terek. Il y a environ 5 ans de cela. C'était en automne. Un convoi de vivres nous arriva. Avec le convoi se trouvait un officier. C'était un jeune homme de 25 ans. Il se présenta à moi en uniforme et me déclara qu'il avait l'ordre de rester avec moi dans la forteresse. Il était si mince, si blanc, et portait un uniforme si neuf que je devinai facilement qu'il était depuis peu au Caucase. Sans doute, lui dis-je, on vous a envoyé ici de la Russie. Précisément, monsieur le capitaine, me répondit-il. Je lui pris alors la main et lui dis, je suis heureux, très heureux de vous voir parmi nous. Vous vous ennuierez un peu, mais nous vivrons en véritables amis. Je vous en prie, dès ce jour, appelez-moi simplement Maxime Maximitch. Pourquoi cet uniforme? Venez toujours chez moi en casquette. Je lui fis désigner un appartement et il s'établit dans la forteresse. Et comment l'appelait-on? Demandai-je à Maxime Maximitch. Il se nommait Grégoire Alexandrovitch Petchorin. C'était un excellent garçon, mais un peu singulier. Ainsi, il lui arrivait de passer une journée entière à la chasse, par la pluie et le froid, et lorsque tous étaient transis et fatigués, lui ne l'était pas le moins du monde. Et puis d'autres jours, où il n'avait pas quitté sa chambre, il se plaignait de sentir le vent et assurait qu'il avait froid. Et si le volet battait, on le voyait frissonner et blêmir. Je l'ai vu attaquer le sanglier tout seul. Parfois, il passait des heures entières sans qu'on pût lui arracher une parole. Et d'autres fois, quand il se mettait à parler, on se tenait les côtes à force de rire. Il avait de grandes bizarreries, et je crois que c'était un homme riche. Son bagage était considérable. Mais vécut-il longtemps avec vous? Oui, 1 an. Et cette année est encore présente à ma mémoire. Il m'a donné bien des tracas. Mais ce n'est pas cela qui le rappelle à mon souvenir. Il y a vraiment de ces gens dans la destinée, desquels il est écrit qu'ils auront des aventures extraordinaires. Extraordinaires! M'écriai-je avec un sentiment de curiosité et en lui versant encore du thé. Oui, je vais vous raconter cela. À 2 verstes de la forteresse vivait un prince soumis. Son fils, garçon de 15 ans, avait l'habitude de venir chez nous chaque jour. C'était tantôt pour une chose, tantôt pour une autre. Petchorin et moi le gâtions. Mais quel vaurien c'était déjà! Très adroit, par exemple. Il savait à cheval ramasser un chapeau par terre au galop le plus rapide et tirer son fusil. Mais il avait un grand défaut. Il aimait passionnément l'argent. Un jour, Petchorin lui promit en plaisantant de lui donner 1 ducat s'il lui apportait le meilleur bouc du troupeau de son père. Et, comme vous le pensez bien, la nuit suivante, il le lui amena par les cornes.
Puis, lorsque nous l'irritions, ses yeux s'injectaient de sang, et tout de suite, il mettait le poignard à la main. « Fille Azamat, tu es trop violent, lui disais-je, et ta tête ira loin. » Le vieux prince vint un jour lui-même nous inviter à des noces. Il mariait sa fille aînée et nous étions des amis. Il était impossible de lui refuser, quoiqu'il fût tartare, et nous nous mîmes en route. Dans le village, une multitude de chiens nous accueillit par de bruyants aboiements. Les femmes, en nous voyant, se cachaient. Celles dont nous pouvions voir le visage étaient loin d'être belles. « J'avais bien meilleure opinion des circassiennes, me dit Petchorine. « Prenez patience, lui répondis-je en souriant. J'avais quelque chose dans l'idée. Une foule de monde s'était déjà réunie à la maison du prince. Chez ces orientaux, la coutume est d'inviter aux noces tous ceux qu'on rencontre, quels qu'ils soient. On nous reçut avec tous les honneurs et on nous mena dans le salon. Mais je n'oubliais point d'observer, en cas d'événement imprévu, le lieu où l'on plaçait nos chevaux. Comment célèbrent-ils leurs noces, capitaine? Voici ce qui se passe ordinairement. D'abord, le mollah lit quelques versets du Coran, ensuite on fait des cadeaux aux jeunes mariés et à tous les parents. On mange, on boit du bouza, et puis vient le divertissement. C'est toujours un individu sale, en haillons, qui monte sur un vilain cheval boiteux, fait des grimaces, imite Polichinelle et fait rire l'honnête compagnie. Dès que la nuit paraît, commence au salon ce que nous appelons le bal. Un pauvre vieillard frappe sur un instrument, j'ai oublié comment on l'appelle chez eux. Nous le nommons, nous, une guitare à 3 cordes. Les jeunes filles et les jeunes gens sont placés sur 2 rangs, les uns vis-à-vis des autres, et frappent dans leurs mains en chantant. Bientôt une jeune fille et un jeune homme s'avancent au milieu du salon et se disent l'un à l'autre des vers qu'ils chantent, tandis que le reste de l'assistance accompagne en chœur. Petchorine et moi étions assis à la place d'honneur. Soudain, la plus jeune fille de la maison s'approcha de lui. C'était une jeune enfant de 16 ans à peine. Elle lui chanta, comment m'exprimerais-je, une espèce de compliment. Vous souvenez-vous de ce qu'elle lui chanta? Oui, voici ce qu'il me parut entendre. Nos jeunes gens sont bien faits, et leurs vêtements sont brodés d'argent. Mais un jeune officier russe est plus svelte qu'eux, et porte des galons d'or. Il est au milieu d'eux comme un beau peuplier, seulement il ne grandira point et ne fleurira point dans notre jardin. Petchorine se leva, la salua, mit la main sur son front et sur son cœur, et me pria de répondre pour lui. Je connaissais leur langue, et je traduisis sa réponse. Lorsqu'elle s'éloigna de nous, je dis à l'oreille de Petchorine. « Eh bien, comment la trouvez-vous »« Que de charme, me répondit-il. Comment s'appelle-t-elle » Elle se nomme Bella. Elle était réellement belle, grande, svelte, des yeux noirs comme ceux des chamois de la montagne et qui pénétraient jusqu'au fond de l'âme. Petchorine, tout rêveur, n'ôtait plus ses yeux de dessus elle, et elle le regardait de temps en temps. Mais il n'était pas seul à admirer la jolie princesse. D'un coin de la chambre, 2 autres yeux se fixaient sur elle, immobiles et ardents. Je regardai de ce côté, et je reconnus ma vieille connaissance, Kazbitch. C'était un homme ni soumis, ni insoumis, mais beaucoup de soupçons planaient sur lui, bien qu'il n'eût été remarqué dans aucune algarade. Il nous amenait à la forteresse des moutons et nous les vendait à ses bons marchés. Toutefois, il ne souffrait pas qu'on les lui marchandât. Ce qu'il demandait, il fallait le lui donner. Il se serait plutôt fait tuer que de céder. On disait aussi de lui qu'il aimait à rôder au-delà du Kouban, avec les abreks. Sa figure était celle d'un brigand. Il était petit, sec et large d'épaules, aussi adroit, aussi leste qu'un diable. Ses vêtements étaient toujours en loques, mais ses armes étaient montées en argent. On vantait son cheval dans tout Kabarda, et réellement, il était impossible de trouver rien de meilleur que cet animal. Ce n'était pas sans raison que tous les cavaliers le lui enviaient et que plusieurs fois, ils avaient essayé de le lui voler, sans pouvoir y réussir. Quand je songe encore maintenant à ce cheval, il était noir comme du jais, des cordes pour jarrets, des yeux comme ceux de Bella. Et quelle vigueur! On pouvait faire avec lui 50 verstes sans s'arrêter. Il était dressé comme un chien qui suit son maître, connaissait sa voix, et ce dernier ne l'attachait jamais. C'était enfin un vrai cheval de bandit. Ce soir-là, Kazbitch était plus mélancolique qu'à l'ordinaire. Je remarquai qu'il avait sous son vêtement une cotte de maille. Ce n'est pas sans motif,
pensai-je, qu'il a revêtu cette cotte de maille. Il doit certainement méditer quelques coups. La chaleur était étouffante dans la cabane, et j'allais à l'air pour me rafraîchir. La nuit descendait déjà sur la montagne, et l'ombre envahissait déjà les défilés. Je songeais à revenir sous le hangar où étaient nos chevaux, afin de voir s'ils avaient du fourrage. Et puis, on n'est jamais trop prudent. J'avais un beau cheval, et pas un cabardien ne le regardait sans me jalouser. Je me glissais le long de la cloison, et j'entendis alors une voix que je reconnus tout de suite. C'était celle de cet étourdi d'Azamat, le fils de notre hôte. Il parlait à un autre distinctement, mais à voix basse. De quoi parle-t-il? Ne serait-ce pas de mon cheval? Je m'accroupis contre la cloison et me mis à écouter, m'efforçant de ne pas perdre un mot. Parfois le bruit des chants et le murmure des voix étouffaient cette conversation curieuse. « Tu as un bien beau cheval, disait Azamat. Si j'étais le maître à la maison, et si j'avais un troupeau de 300 juments, je t'en donnerais la moitié pour ton coureur, Kazbitch. »« Ah, c'est Kazbitch, pensai-je, et je me souvins de la cotte de maille. »« Oui, répondit celui-ci après un instant de silence. Dans tout Kabarda, il n'a pas son pareil. Une fois, c'était au-delà du Terek. J'étais parti avec des abreks pour enlever des troupeaux russes. Nous ne réussîmes pas, et nous nous dispersâmes dans tous les sens. J'avais à ma poursuite 4 Cosaques. Et déjà, j'entendais leurs cris et leurs jurements de très près, lorsque devant moi se présenta un bois épais. Couché sur ma selle, je me recommandais à Allah, et pour la première fois de ma vie, j'offensais mon coursier en le frappant du fouet. Comme un oiseau, il plongea au milieu des branches. Les épines tranchantes déchiraient mes vêtements, les branches sèches me battaient le visage. Et mon cheval bondissait par-dessus les troncs d'arbres coupés et enfonçait les buissons avec sa poitrine. Il aurait mieux valu peut-être l'abandonner et me cacher à pied dans le bois, mais je n'eus pas le cœur de m'en séparer, et le prophète m'en récompensa. Plusieurs balles sifflèrent au-dessus de ma tête. Les Cosaques étaient descendus de cheval et couraient sur mes traces, quand tout à coup, devant moi, s'ouvre un précipice. Mon coursier hésite un instant, puis s'élance. Ses pieds de derrière glissent sur le bord opposé. Il reste accroché par les pieds de devant. Alors j'abandonne les rênes et roule dans le précipice. Ce fut le salut de mon cheval qui parvint à se replacer d'un bond. Les Cosaques avaient vu tout cela, mais pas un d'eux n'osa se mettre à ma poursuite. Ils crurent assurément que je m'étais tué, et je les entendis s'élancer pour prendre mon cheval. Mon cœur saignait. Je me mets à ramper sur l'herbe épaisse le long du précipice. Je regarde. C'était la limite du bois. Quelques Cosaques entrent dans la plaine, et bientôt mon cheval passe devant eux. Tous se jettent en criant après lui. Longtemps ils le poursuivirent. L'un d'eux surtout faillit 2 fois jeter le lacet sur son cou. Je frémis, baissai les yeux et me mis à prier. Au bout d'un moment, je regardai, et je vis mon cheval qui volait, secouant sa queue et libre comme le vent. Au loin, les Cosaques défilaient l'un après l'autre à travers le steppe sur leurs chevaux fatigués. Mais par Allah, ceci est la vérité, la simple vérité. Jusqu'à la nuit avancée, je restais caché dans le précipice. Tout à coup, tu ne le croirais pas, Azamat. Dans les ténèbres, j'entends courir un cheval au bord du ravin. Il hennit et frappe la terre de ses fers, et je reconnais le hennissement de mon cheval. Car c'était lui, mon compagnon. Depuis lors, nous ne sommes plus séparés. Et on entendait comme il frappait avec sa main sur la fine encolure de l'animal, en l'appelant des noms les plus caressants. Si j'avais un haras de 1000 juments, dit Azamat, je te le donnerais en échange de ton Karagetz. Et je n'accepterai point, répondit avec indifférence Kazbitch. Écoute, Kazbitch, dit Azamat en se rapprochant de lui avec un air câlin. Tu es un homme, tu es un brave guerrier, tandis que mon père a peur des Russes et ne me laisse pas aller dans les montagnes. Donne-moi ton cheval, et je ferai tout ce que tu voudras. Je déroberai pour toi à mon père sa meilleure carabine, son meilleur cimeterre, ce que tu voudras. Et son sabre est un véritable Damas. Il coupe la peau rien qu'en l'approchant de la main, et une cotte de maille comme la tienne ne serait rien pour lui. Kazbitch se taisait. La première fois que je vis ton cheval, continua Azamat, il s'agitait sous toi, bondissait, soufflait avec ses naseaux et faisait jaillir une pluie d'étincelles sous ses sabots. Dans mon âme, j'éprouvais quelque chose d'inexplicable,
et depuis lors tout me parut ennuyeux. Je regardais les meilleurs chevaux de mon père avec dédain. J'avais honte de parler d'eux, et l'ennui s'empara de moi. Plein de cet ennui, je restais assis des jours entiers sur les rochers. Ton coursier à la tête noire occupait sans cesse ma pensée, avec sa démarche étrange et sa croupe lisse et droite comme une flèche. Il semblait me regarder dans les yeux avec son regard ardent, comme s'il eût voulu me parler. « Je mourrai, Kazbitch, si tu ne me le donnes pas, » dit Azamat d'une voix émue. On aurait dit qu'il pleurait. Et il faut vous dire qu'Azamat était un garçon très dur et qu'on ne pouvait faire pleurer, même lorsqu'il était plus jeune. En réponse à ses larmes, on n'entendit qu'une raillerie. « Écoute, » dit Azamat d'une voix ferme, « tu vois que je suis décidé à tout. Veux-tu que je ravisse pour toi ma sœur Bella? Comme elle danse, comme elle chante et brode de l'or. C'est merveilleux, et le grand Padishah n'a pas une pareille femme. Veux-tu? Attends-moi demain, pendant la nuit, dans le défilé où court le ruisseau. J'irai avec elle près du village voisin, et elle sera à toi. Penses-tu que Bella ne vaille pas ton cheval? » Longtemps Kazbitch se tut. Enfin, au lieu de répondre, il entonna à demi-voix une vieille chanson. Nous avons dans nos villages beaucoup de jeunes beautés. Leurs yeux brillent dans l'ombre, comme les étoiles du ciel. Quel heureux destin de les aimer tendrement. Mais j'aime mieux la liberté de la jeunesse. Avec de l'or, on achète 4 femmes. Un bon cheval n'a pas de prix, car il ne manquera jamais d'ardeur dans le steppe, ne faillira pas et ne trompera pas. En vain, Azamat le suppliait de se mettre d'accord avec lui. Il pleurait, le flattait et finissait par jurer. Kazbitch impatienté l'interrompit. « Va-t'en, petit imbécile! Où irais-tu avec mon cheval? Aux 3 premiers pas, il te jetterait à terre, et tu te casserais la tête sur les pierres. »« Moi » cria Azamat avec rage, en faisant sonner sous son poignard d'acier la cotte de maille de Kazbitch. Mais la forte main de celui-ci le repoussa au loin et heurta si fort la cloison. Quelle chance là! Ça va devenir amusant, pensai-je, et je me précipitai vers l'écurie, bridai nos chevaux et les fis sortir derrière la maison. 2 minutes après, il y avait dans la cabane un affreux conflit. Azamat s'enfuyait avec ses habits déchirés, disant que Kazbitch avait voulu l'assassiner. Tous sortirent, sautèrent sur leurs fusils, et le divertissement commença. Les cris, le bruit, les coups de feu retentissaient. Mais Kazbitch était déjà à cheval, et, traversant la foule, il passa au milieu d'eux comme un vrai démon, faisant des moulinets avec son sabre. Mauvaise affaire que d'avoir la tête échauffée après un dîner chez ces étrangers, dis-je à Petchorin en le prenant par le bras. Ce qu'il y a de mieux pour nous, c'est de décamper au plus vite. Prenez patience, jusqu'à ce que ce soit fini, me dit-il. Mais c'est que cela finira mal. Chez les orientaux, c'est toujours ainsi. Ils s'enivrent de bousa, puis vient la bataille. Nous montâmes à cheval et regagnâmes notre logis. Que fit Kazbitch? Demandai-je avec impatience au capitaine. Ce que font d'ordinaire ces gens-là, me répondit-il en avalant une tasse de thé. Sans doute il s'échappa. Et sans blessure? Ah, Dieu le sait! Ces coquins-là ont la vie dure. Je les ai vus quelquefois dans une affaire tout trouée de coups de baïonnette, comme des cribles, et ils agitaient encore leurs sabres. Le capitaine, après quelques moments de silence, étendit ses jambes à terre et continua. Jamais je ne me pardonnerai une chose. Pendant que nous regagnions la forteresse, le diable me poussa à raconter à Petchorin tout ce que j'avais entendu pendant que j'étais assis près de la cloison. Lui souriait le dissimuler, mais au fond de lui-même, il méditait quelques coups. Mais que méditait-il? Dites-moi, je vous prie. Patience, nous n'y sommes pas encore. Et le capitaine me déclara que, puisqu'il avait commencé, il fallait le laisser continuer. 4 jours après, Azamat vint à la forteresse. Selon son habitude, il alla chez Petchorin, qui le bourrait toujours de friandises. J'étais là, la conversation s'engagea sur les chevaux. Petchorin commença à vanter le cheval de Kazbitch. Il est aussi agile, aussi délié qu'un bossaire, disait-il, et certainement il n'a pas son pareil dans tout le monde.
Les petits yeux du Tartare étincelaient déjà, mais Pétchorine ne paraissait pas le remarquer. Moi, je parlais des autres chevaux. Mais lui, comme vous pensez bien, ramenait toujours la conversation sur celui de Kazbitch. Cette histoire se répétait toutes les fois qu'Azamat revenait. 3 semaines après, je remarquais qu'Azamat maigrissait, devenait blême comme il arrive aux amoureux de romans. C'était surprenant. Or, vous verrez tout ce que j'ai appris plus tard. Pétchorine l'excita au point qu'il était prêt de se jeter à l'eau. Une fois, il lui dit « Je vois, Azamat, que ce cheval te plaît énormément et que tu ne pourras jamais l'avoir. Eh bien, que me donnerais-tu si je te le livrais ?»« Tout ce que tu voudras, » répondit Azamat. « Dans ce cas, je te le donnerai, mais à une condition. Jure que tu accompliras ce que je te demanderai. »« Je le jure, je le jure. Et toi ? » ?»« Eh bien moi, je te jure que tu posséderas ce cheval, mais il faudra me donner pour cela ta sœur Bella, et le Karagetz sera à toi. Je pense que le marché est avantageux pour toi. » Azamat se taisait. « Tu ne veux pas ? Mais que désires-tu alors ? Je te croyais un homme, tu n'es qu'un enfant, et tu n'es pas encore capable de monter à cheval. » Azamat s'enflamma. « Mais mon père, dit-il, est-ce qu'il ne s'absente jamais ? » ?»« C'est vrai. Consens-tu alors ? » ?»« Je consens, » chuchota Azamat, pâle comme un mort. « Et quand donc ? » ?»« La première fois que Kazbitch viendra ici, il doit m'amener des moutons. Le reste est mon affaire. » »« Cela me regarde, Azamat. » Voilà comment ils traitèrent cette affaire. Marché dégoûtant en réalité. Plus tard, je dis cela à Pétchorine, et il se contenta de me répondre que cette farouche circassienne devait se trouver heureuse d'avoir un mari comme lui. En somme, il valait bien ce brigand de Kazbitch, qui ne valait pas même la peine que l'on s'occupât de lui. Vous devez penser vous-même que je n'eus rien à répondre à cela, et du reste, à cette époque, j'ignorais tout à fait leur complot. Or, un jour, Kazbitch vint et me demanda si je n'avais pas besoin de miel et de moutons. Je lui recommandai de m'en apporter le lendemain. « Azamat, dit Pétchorine, demain, le Karagetz sera dans tes mains, mais si cette nuit Bella n'est pas ici, tu n'auras pas le cheval. »« Bien, dit Azamat, et il regagna le village. Le soir, Pétchorine s'arma et sortit de la forteresse. Comment ils arrangèrent les choses, je l'ignore. Seulement, ils revinrent tous deux pendant la nuit, et la sentinelle vit qu'une femme était étendue devant la selle d'Azamat. Elle avait les mains et les jambes liées, et sa tête était enveloppée d'un grand voile. « Et le cheval ?» demandai-je au capitaine. « Tout à l'heure. » Le lendemain, de grand matin, Kazbitch vint à la forteresse et amena 10 moutons à vendre. Après avoir placé son cheval dans l'enceinte, il entra chez moi. Je le régalais de thé, car quoique ce fût un bandit, je le considérais cependant comme une espèce d'ami. Nous causions de choses et d'autres, lorsque soudain, je le vois frissonner et changer de visage. Par malheur, la fenêtre donnait sur l'arrière-cour. « Qu'as-tu » lui dis-je. « Mon cheval, dit-il tout tremblant. En effet, j'entendais un bruit de sabots. C'est quelque cosaque qui passe. Non, hurla-t-il avec rage, et comme une panthère furieuse, d'un bond, il s'élança au dehors. En 2 sauts, il était à la porte de la forteresse. La sentinelle lui barra le passage avec son arme, mais il écarta la baïonnette et se précipita à la course sur la route. Au loin, la poussière volait. Azamat bondissait sur le rapide coursier, Kazbitch en courant débarrassait son fusil de son étui et fit feu. Un instant, il s'arrêta afin de voir s'il n'avait pas manqué son coup. Puis, il poussa un grand cri, jeta son fusil sur une pierre, le brisa en 1000 morceaux, et se mit à se rouler à terre et à crier comme un enfant. Déjà le monde de la forteresse se groupait autour de lui. Lui ne voyait personne. Il s'arrêtait, le poussait légèrement et s'en retournait. Je fis placer à côté de lui l'argent de ses moutons, mais il ne le toucha pas et resta étendu, la face contre terre, comme un mort. Croiriez-vous qu'il resta dans cette position jusqu'à la nuit avancée, et même toute la nuit? Le lendemain, il vint à la forteresse et demanda qu'on lui nommât le ravisseur. La sentinelle, qui avait vu comment Azamat avait pris et monté le cheval, ne crut pas nécessaire de le lui cacher,
À ce nom, les yeux de Kazbitch lancèrent des éclairs, et il se dirigea vers le village où vivait le père d'Azamat. Et qu'arriva-t-il au père? Vous devez penser qu'après ce tour, Kazbitch ne trouva point Azamat. Alors, il se mit à rôder pendant 6 jours autour de la maison, afin de voir s'il ne pourrait point enlever la sœur. Lorsque le père revint, son fils et sa fille n'étaient plus là. Mais en homme habile, Kazbitch comprit qu'il pourrait bien perdre sa tête s'il était pris, et depuis lors, il disparut. Il se joignit probablement à quelques bandes d'abrek au-delà du Terek, ou bien alla errer dans le Kouban. J'avouerai que tout cela m'ennuyait. Dès que j'appris que la circassienne était chez Petchorin, je mis mes épaulettes et mon épée, et j'allai chez lui. Il était couché sur son lit dans la première chambre, avait une main appuyée sous sa tête et de l'autre tenait sa pipe éteinte. La porte de la seconde pièce était fermée à clé, et la clé enlevée de la serrure. Je remarquai tout cela et commençai à tousser et à frapper légèrement de mon talon contre le seuil de la porte. Il feignit de ne pas m'entendre. « Monsieur le sous-lieutenant » m'écriai-je alors avec tout l'éclat possible. « Est-ce que vous ne voyez pas que je suis chez vous ?»« Ah, bonjour Maxime. Voulez-vous fumer une pipe ?» dit-il sans se lever. « Pardon, je ne suis pas Maxime, je suis votre capitaine. »« C'est vrai, mais vous ne voulez pas accepter une tasse de thé ? Si vous saviez combien je suis inquiet. »« Je sais tout, » répondis-je, et je m'approchai de son lit. « Tant mieux, je ne suis pas d'humeur à vous le raconter. »« Monsieur le sous-lieutenant, vous avez commis une faute dont je puis aussi avoir à répondre. »« Allons donc. Et du reste, quel mal y aurait-il » Depuis longtemps sans doute, nous avions l'habitude de tout partager. « Quelle plaisanterie ! Votre épée, je vous prie. »« Mitika, mon épée !» Mitika apporta l'épée. Voyant qu'il accomplissait son devoir, je m'assis sur son lit et lui dis « Écoutez, Grégoire, avouez que ce n'est pas bien. »« Mais qu'ai-je fait de mal ?»« Mais vous avez enlevé Bella. Quel butor que cet Azamat. Avouez-le. »« Oui, c'est vrai. Mais elle me plaisait. » Que répondre à cela? J'étais embarrassé. Après un moment de silence, je lui dis que si le père venait la réclamer, il faudrait bien la lui rendre. « Mais ce n'est pas du tout nécessaire. » Et s'il le sait, comment le saura-t-il? J'étais de nouveau déconcerté. Écoutez, Maxime, me dit Petchorin en se soulevant un peu. Sans doute vous êtes un brave homme. Eh bien, sachez que si je rends cette fille à ce sauvage, il la tuera ou la vendra. C'est une chose certaine. Il ne faut donc pas lui en donner l'occasion. Laissez-la chez moi. J'ai mon épée pour la défendre. Faites-moi la voir, lui dis-je. Elle est derrière cette porte. Mais en ce moment, c'est en vain que je désirerais moi-même la voir. Elle est assise dans un coin, enveloppée dans son voile, ne parle pas et ne regarde personne. Elle est timide comme une biche des forêts. Je lui ai donné une compagne qui sait le tartare, qui la soignera et l'habituera à cette pensée qu'elle est à moi, car elle ne sera jamais à personne qu'à moi, ajouta-t-il en frappant du poing sur la table. Je consentis à tout cela. Que vouliez-vous que je fisse? Il est des hommes avec lesquels il faut toujours être de leur avis. Mais qu'arriva-t-il? Demandai-je à Maxime. Est-ce que réellement il l'habitua à lui? Ou bien se mit-elle à languir et à regretter les siens? Eh, de grâce! Quel chagrin vouliez-vous que lui procurât la privation de sa famille? On voyait aussi bien les montagnes de la forteresse que de son village, et il ne faut pas autre chose à ces sauvages. Pourtant, chaque jour, Grégoire lui offrait un présent. Pendant quelque temps, elle se tut et refusa fièrement ceux que lui présentait sa compagne afin d'exciter son babil. Ah, des présents! Que ne fait cependant une femme pour un chiffon de couleur? Mais laissons cela de côté. Grégoire se donna beaucoup de peine avec elle. Entre autres choses, il apprit le tartare, et elle commença à comprendre notre langue. Peu à peu, il l'habitua à le regarder. Elle le fit d'abord en dessous et de côté. Puis, toute chagrine, elle chantait ses chansons à demi-voix, si bien que j'en devenais tout triste lorsque je l'entendais de la chambre voisine. Je n'oublierai jamais une scène dont je fus le témoin. En passant un jour près de la fenêtre, je jetai les yeux dans la chambre. Bella était couchée sur la léanka, la tête penchée sur son sein, et Petchorin était debout devant elle. « Écoute, ma périe, disait-il.
Sans doute tu sais que tôt ou tard tu dois m'appartenir. Eh bien, pourquoi me fais-tu souffrir? Est-ce que tu aimes quelque circassien? S'il en est ainsi, à l'instant même je te laisserai retourner à ta maison. Elle frissonna légèrement et nia par un mouvement de tête. Ou bien, continua-t-il, te suis-je complètement odieux? Elle soupira. Ou bien ta croyance te défend-elle de m'aimer? Elle pâlit et resta silencieuse. Crois-moi, il n'y a qu'un Dieu pour toutes les races, et s'il me permet de t'aimer, pourquoi te défendrait-il de me le rendre? Elle le regarda attentivement, comme si elle voulait se pénétrer de cette nouvelle pensée. Ses yeux exprimaient de la défiance et le désir d'être convaincu. Et quels yeux! Ils brillaient comme deux charbons ardents. « Écoute, ma chère et bonne Bella, continua Petchorine, tu vois combien je t'aime. Je suis prêt à tout donner pour que tu sois gaie. Je veux que tu sois heureuse. Mais si tu redeviens triste, je mourrai. Dis, seras-tu plus gaie? » Elle réfléchissait, ne détachant pas ses yeux noirs du visage de Grégoire. Puis elle sourit avec caresse et remua la tête en signe de consentement. Il lui prit alors la main et continua de l'engager à l'embrasser. Elle se défendait faiblement et répétait ces mots. « Je t'en prie, il ne faut pas, il ne faut pas !» Il insista. Alors, toute tremblante, elle lui dit en pleurant. « Je suis ta captive, ton esclave enfin. Tu peux abuser de moi. » Et elle fondit en larmes. Petchorine frappa son front du poing et passa dans l'autre chambre. Je m'approchai. Il croisa ses mains derrière lui et se promenait de long en large, avec un air abattu. « Eh bien, quoi? Mon Dieu! C'est un démon, répondit-il, et non une femme. Je vous donne ma parole d'honneur qu'elle m'appartiendra. » Je hochai la tête. « Voulez-vous parier? Dit-il. Que ce soit avant une semaine. Soit. Nos mains se choquèrent et nous nous séparâmes. Le lendemain, il envoya un express pour divers achats à Kisliard. Une quantité d'étoffes persanes, très variées et d'un grand prix, lui fut apportée. « Pensez-vous, Maxime, me dit-il en me montrant ses présents, que cette beauté asiatique résiste devant cette batterie? Vous ne connaissez pas les circassiennes, ce n'est point là ce qu'elles préfèrent. Ces tartares du Caucase, ces géorgiennes, ce n'est pas cela. Elles ont d'autres goûts et elles sont autrement élevées. » Grégoire sourit et se mit à siffler une marche. Et il arriva que j'avais dit vrai. Les présents ne produisirent aucun effet, et même elle avait été auparavant plus affable et plus confiante, si bien qu'il se décida pour un dernier moyen. Un matin, il fit seller son cheval, se vêtit en circassien, s'arma et vint la trouver. « Bella, lui dit-il, tu sais combien je t'aime. Lorsque j'étais enlevé, je pensais qu'un jour tu me connaîtrais mieux et m'aimerais. Je me suis trompé. Adieu. Reste maîtresse entière de tout ce qui m'appartient ici. Ou, si tu veux, retourne chez ton père. Tu es libre. J'ai de grands torts envers toi, et je dois me punir moi-même. Adieu. Je pars. Où? Pourquoi? Je ne le sais. Peut-être ne serai-je pas longtemps sans recevoir quelques balles ou quelques coups de sabre. Alors, souviens-toi de moi et pardonne-moi. » Et se détournant, il lui tendit la main en signe d'adieu. Elle ne prit pas sa main et resta silencieuse. J'étais appuyé contre la porte et je pus examiner par une fente le visage de Bella. Elle me fit pitié. Tout son joli visage si mignon était couvert d'une pâleur mortelle. N'entendant pas de réponse, Petchorine fit quelques pas vers la porte. Il tremblait, et je vous dirais même qu'il était effectivement capable d'accomplir ce qu'il avait dit en plaisantant. Ce qu'était un pareil homme, Dieu le sait. À peine eut-il touché la porte qu'elle bondit, fondit en sanglots et se précipita à son cou. Le croirez-vous? Moi qui étais derrière la porte, je pleurais sans savoir ce qui me faisait pleurer. Je pleurais comme un imbécile. Le capitaine se tut. « J'avoue, dit-il un moment après, en tirant sa moustache, que si j'éprouvais un chagrin si profond, c'était de n'avoir jamais été pareillement aimé par une femme. »« Et leur bonheur dura-t-il » demandai-je. « Oui, elle nous avoua que depuis le jour où elle avait aperçu Petchorine, elle avait souvent rêvé de lui, dans ses songes, et que jamais un homme n'avait produit sur elle une pareille impression. Et ils furent heureux.
Comme c'est ennuyeux, m'écriai-je involontairement. En effet, j'espérais un dénouement tragique, et voilà qu'au moment où je m'y attendais le moins, mon espérance venait être déçue. Mais est-il possible que son père ne présumât pas qu'elle était chez vous, dans la forteresse? Il paraît qu'il le soupçonna, mais quelques jours après, nous apprîmes que le vieillard avait été assassiné. Voilà ce qui s'était passé. Mon attention s'éveilla de nouveau. Il faut vous dire que Kazbitch crut qu'Azamat avait volé son cheval avec le consentement de son père. Au moins je le suppose. Et un jour, où le vieillard revenait des recherches qu'il faisait vainement pour retrouver sa fille, Kazbitch l'attendit sur le chemin, à 3 verstes du village. Le vieillard allait au pas tout soucieux, lorsque soudain, agile comme un chat, Kazbitch s'élança d'un buisson, sauta sur la croupe du cheval, jeta le vieillard à terre d'un coup de poignard, et s'empara des rênes. Voilà ce qui se passa. Quelques personnes virent cela du haut d'une colline et s'élancèrent pour le rattraper, mais elles n'y parvinrent pas. Il était ainsi indemnisé de la perte de son cheval et vengé tout à la fois, m'écriai-je, afin de savoir l'opinion de mon interlocuteur sur tout cela. Le capitaine me répondit après un instant de réflexion. Selon leurs mœurs, il était dans son droit. Je fus frappé de la facilité avec laquelle cet homme russe s'était accoutumé aux mœurs sauvages de ces peuples, au milieu desquels je venais vivre. Je ne sais si cette souplesse de caractère est digne de blâme ou d'éloge, mais dans tous les cas, elle prouvait chez lui une finesse qui ne paraissait pas et la présence de cet esprit éclairé et sain qui pardonne le mal partout où il le voit absolument nécessaire et impossible à détruire. Cependant, le thé était bu, et nos attelages grelottaient de froid depuis longtemps sous la neige. La lune pâlissait au couchant et semblait près de se replonger au milieu des nuages noirs, suspendus sur les sommets éloignés comme des pans de rideaux déchirés. Nous sortîmes de la cabane. En dépit de la prédiction de mon compagnon de voyage, le temps s'éclaircit et nous eûmes une matinée tranquille. Des groupes d'étoiles, admirables à voir, s'entrelaçaient à l'horizon. Elles s'éteignirent l'une après l'autre, à mesure qu'une lueur, qui commençait à poindre au milieu de la voûte céleste, teinte de pourpre, illumina peu à peu les fentes abruptes des montagnes couvertes de neige virginale. À droite et à gauche, on voyait les précipices se cacher et devenir plus sombres. Les brouillards tourbillonnaient, se tordaient comme des serpents, puis rampaient entre les anfractuosités des roches voisines, comme s'ils eussent compris et senti la venue du jour. Tout était calme aux cieux et sur la terre, comme dans le cœur de l'homme au moment de la prière du matin. Seulement, de temps à autre, une brise froide venait de l'Orient, soulevait la crinière de nos chevaux couverte de givre. Nous nous mîmes en route. 5 mauvaises haridelles traînaient avec difficulté nos voitures dans les chemins difficiles du mont Goutte. Nous allions à pied derrière elles et placions des pierres sous les roues, lorsque les forces des chevaux étaient épuisées. On aurait dit que ce chemin allait aux cieux, car quelques yeux que l'on put employer à le regarder, il montait toujours et disparaissait dans les nuages, qui, le soir encore, couvraient le sommet du mont Goutte, comme un vautour guettant sa proie. La neige craquait sous nos pieds. L'air se condensait au point que notre respiration devenait difficile. Le sang nous montait à la tête de temps en temps, et une certaine sensation fort agréable se répandait dans mes veines, et je me trouvais satisfait de me voir sur un des points les plus élevés du globe. Sentiment puéril, s'écartant des choses admises, mais conformes à la nature. Malgré nous, nous étions redevenus des enfants. Dans ce moment, tout ce qui est acquis se détache de l'âme, et celle-ci devient ce qu'elle ne fut jamais, et sera certainement de nouveau lorsque la mort viendra. Voilà ce qui arrive à ceux qui, comme moi, errent longtemps au milieu des montagnes désertes, observent leurs bizarres images et respirent avidement l'air vivace qui remplit leur défilé. Et si j'ai un désir, c'est de vous les faire connaître, de vous les décrire et de vous peindre ces gigantesques tableaux. Nous atteignîmes enfin le sommet du mont Goutte, et instinctivement nous nous arrêtâmes pour regarder derrière nous. Sur la pente s'étendait un nuage gris dont le souffle glacé nous menaçait d'un orage voisin. Mais à l'Orient, tout était si clair et si doré que le capitaine et moi l'oubliâmes complètement, et surtout le capitaine. Dans les cœurs primitifs, le sentiment de la beauté et de la grandeur d'une nature vigoureuse est 100 fois plus vivace qu'en nous, qui ne sommes enthousiastes que pour les contes en paroles et sur papier.
Vous êtes accoutumé, je pense, à ces splendides tableaux. Comme on peut s'habituer au sifflement des balles, c'est-à-dire à cacher les palpitations involontaires du cœur. J'avais entendu dire, au contraire, que pour de vieux soldats, cette musique était fort agréable. Cela s'entend, elle est agréable si vous voulez, mais seulement parce que le cœur se fait plus fort. Regardez, ajouta-t-il en me montrant l'Orient. Quel pays! Effectivement, il me semble qu'on trouverait difficilement un pareil panorama. Sous nous s'étendait la vallée de Koïchaoursk, sillonnée par l'Aragva et par une autre rivière, comme par un double fil argenté. Une vapeur bleuâtre glissait sur elle et courait vers les gorges voisines, chassée par les rayons ardents du jour naissant. À droite et à gauche, les crêtes des montagnes, d'inégale hauteur, ou bien coupées en deux, s'étendaient sous un manteau de neige et un rideau d'arbres. De loin, ces mêmes montagnes paraissaient être deux rochers parfaitement ressemblant l'un à l'autre, et tous deux éclairés par les reflets brillants de la neige, si gaiement et si chaudement qu'il semblait qu'on aurait pu s'arrêter là et y vivre toujours. Le soleil se montrait à peine au-dessus d'une montagne bleu sombre que seul un œil exercé aurait pu ne pas prendre pour un nuage orageux. Sur le soleil s'étendait une raie sanglante que mon compagnon de voyage observa tout particulièrement. « Je vous ai dit, s'écria-t-il, quel temps nous aurions aujourd'hui. Il faut nous hâter, mais nous serons arrêtés, croyez-le, sur le mont Saint-Christophe. En route! Cria-t-il au conducteur. On plaça des chaînes aux roues au lieu de patins. Afin qu'elles ne puissent rouler, on prit les chevaux par le mors et l'on se mit à descendre. À droite était le rocher, à gauche un précipice tel que tout un village tartare placé au fond paraissait gros comme un nid d'hirondelles. Je frissonnais en songeant qu'en ce lieu où deux voitures ne peuvent se croiser, un courrier quelconque, 10 fois par an, passe par une nuit sombre sans même descendre de son équipage cahotant. Un de nos conducteurs était un paysan russe de Jaroslav, et l'autre un circassien. Ce dernier tenait les rênes du limonier avec toutes les précautions possibles, prêt à dételer plutôt que de se laisser emporter. Mais notre Russe, insouciant, n'était pas même descendu de son siège. Et lorsque je lui fis observer qu'il pourrait bien s'occuper avec plus de soin de ma valise, que je ne tenais pas du tout à laisser dans ce gouffre, il me répondit « C'est vrai, votre seigneurie a raison, mais Dieu veuille que nous n'arrivions pas en plus piteux état que votre valise. Ce n'est pas du reste la première fois que nous passons ici. » Il disait la vérité. Nous aurions pu effectivement ne pas arriver, et nous arrivâmes cependant tel qu'au départ. Et si tous les hommes raisonnaient davantage, ils seraient convaincus que la vie ne vaut pas la peine qu'on s'occupe d'elle autant qu'on le fait. Mais peut-être désirez-vous connaître la fin de l'histoire de Bella. D'abord, je n'écris pas un conte, mais des impressions de voyage, et par conséquent, je ne puis obliger le capitaine à raconter avant qu'il ne le veuille. Ainsi donc, prenez un peu de patience, ou sinon, tournez quelques pages, mais je ne vous le conseille pas, parce que le récit de notre passage sur le Christovoï, ou Mont Saint-Christophe, comme l'appelle le savant Gamba, est digne de votre curiosité. Ainsi donc, nous descendîmes du mont Goutte dans la vallée de Tchertov. En voilà un nom romanesque. Vous voyez déjà l'antre de l'esprit diabolique au milieu des rochers inaccessibles. Eh bien, il n'en est rien. Le mot vallée de Tchertov vient du mot tcherta, ligne, et non de tchort, diable. On la nomme ainsi parce qu'elle sert de frontière à la Géorgie. Cette vallée, qui rappelle assez exactement Saratov, Tambov et autres lieux bien aimés de notre patrie, était encombrée par les neiges. « Voilà le Christovoï », me dit le capitaine, lorsque nous arrivâmes dans la vallée de Tchertov en me montrant la colline couverte d'un manteau blanc. À son sommet, on apercevait une arête rocheuse, et tout près un sentier à peine visible, sur lequel on passe lorsque la neige a couvert les alentours. Nos conducteurs déclarèrent qu'il n'y avait pas encore eu d'avalanche, et s'efforçant de maintenir les chevaux, suivaient les replis du sentier. À un détour, nous rencontrâmes 5 circassiens. Ils nous offrirent leurs services, s'attachèrent aux roues, et en criant, se mirent à pousser et à soutenir nos voitures. Réellement, le chemin était dangereux. À droite se dressaient sur nos têtes des monceaux de neige, prêts à fondre dans les défilés au premier coup de vent. L'étroit sentier était par bonheur couvert de neige. Dans certains endroits, elle s'écroulait sous nos pieds. Dans d'autres, elle était congelée sous l'influence des rayons du soleil et de la fraîcheur des nuits, si bien que nous-mêmes avions beaucoup de peine à marcher.
Les chevaux tombaient à chaque instant. À gauche bâillait une crevasse énorme au fond de laquelle coulait un ruisseau, tantôt caché sous une croûte de glace, tantôt bondissant et écumant sur les rochers sombres. À peine si nous pûmes, en 2 heures, tourner le Christovoy. 2 verstes en 2 heures. De plus, les nuages s'abaissèrent. Nous eûmes de la grêle et de la neige. Le vent s'enfonçait dans les défilés, hurlait et sifflait comme un oiseau de proie, et bientôt la crête rocheuse se cacha au milieu des vapeurs, dont les ondes, devenant sans cesse plus épaisses et plus obscures, s'amoncelaient vers l'Orient. Il existe une étrange et vieille tradition sur cette cime. On rapporte que l'empereur Pierre Ier, voyageant à travers le Caucase, s'y arrêta. Mais, premièrement, Pierre n'alla qu'à Daghestania. Secondement, sur la croix, une inscription en grosses lettres atteste qu'elle a été érigée par ordre de M. Ermolov en 1824. Et cependant, malgré l'inscription, la tradition est tellement enracinée que vraiment on ne sait qui croire, d'autant plus que nous ne sommes pas habitués à croire aux inscriptions. Il nous fallait descendre encore 5 verstes sur des rochers couverts de glace et de neige fondante pour arriver jusqu'au relais de Kobi. Les chevaux étaient harassés et nous transis de froid. La tempête grondait de plus en plus fort. C'était bien celle qui rugit dans nos pays septentrionaux. Mais ses lamentations étaient plus accentuées et plus tristes. « Te voilà proscrite, pensais-je. Tu pleures sans doute tes immenses et planes steppes où tes froides ailes peuvent s'étendre à leur aise. Tandis qu'ici, trop serré, tu étouffes comme un aigle prisonnier qui ronge en criant les barreaux de fer de sa cage. »« Voilà qui va mal, dit le capitaine. Regardez, autour de nous, on ne voit plus que l'obscurité et la neige. Songez donc, si nous allions tomber dans un précipice ou nous enfoncer dans un trou comme il est arrivé à Baïdar, nous n'en sortirions pas. Oh, je la connais cette Asie. Quels habitants, quelles montagnes, quels torrents. C'est inhabitable. » Nos postillons se mirent, en criant, à tirer et à frapper les chevaux. Ceux-ci hennissaient, se campaient et ne voulaient pour rien au monde faire un pas de plus, malgré l'invitation éloquente des coups de fouet. « Votre Seigneurie, dit enfin l'un des postillons, il est presque certain que nous ne pourrons pas arriver à Kobi maintenant. Mais voulez-vous tourner à gauche tandis que c'est encore possible? Là-bas, au loin sur le coteau, ne voyez-vous pas quelque chose de noir? C'est sûrement une cabane où les voyageurs s'arrêtent toujours un moment. Ces hommes disent qu'ils vous y conduiront, si vous voulez leur donner un pourboire, ajouta-t-il en montrant les circassiens. Je le sais, mon cher, je le sais, et je n'ai pas besoin que tu me le dises, répondit le capitaine. Je connais ces brutes-là. Ils sont heureux de me voir dans l'embarras pour me soutirer un pourboire. Avouez que sans eux, nous aurions pu nous trouver bien en peine. C'est bon, marmotta-t-il entre ses dents. J'en ai assez de ces gens-là. Ils cherchent toujours à tirer profit de nous, comme s'il était impossible de trouver le chemin sans eux. Nous tournâmes enfin à gauche, et après beaucoup de difficultés, nous pûmes atteindre un pauvre asile, composé de 2 cabanes bâties en pierre et en cailloux et entourées d'un mur semblable. Les maîtres, en haillons, descendirent et nous accueillirent cordialement. Je sus plus tard que le gouvernement les paie et les nourrit à la condition d'accueillir les voyageurs surpris par la tempête. « Tout va pour le mieux, dis-je en m'asseyant près du feu. Maintenant vous me finirez l'histoire de Bella, mais je suis certain que vous avez envie de me l'achever. »« Mais pourquoi croyez-vous cela ?» me répondit le capitaine, en m'observant avec un regard fin. « Parce qu'il est dans l'ordre des choses de finir un portrait quand on l'a commencé. »« Effectivement, vous avez deviné. J'en suis très content. Vous faites bien de vous réjouir, mais pour moi, c'est un pénible souvenir. Quel charmant enfant c'était que cette Bella. Je l'accueillais comme si elle eût été ma fille, et elle m'aimait bien. Il faut vous dire que je n'ai plus de famille. Depuis 12 ans, je n'avais eu aucune nouvelle de mon père et de ma mère, et je n'avais point encore songé à prendre femme. Tel je suis, tel j'étais alors, et je fus content de trouver quelqu'un à gâter. Elle nous chantait souvent les airs de son pays et nous dansait divers pas. Mais comme elle dansait! J'ai vu les jeunes personnes du gouvernement, j'ai même été à Moscou, aux assemblées de la noblesse, il y a de cela 20 ans. Mais où était Bella? Ce n'était plus ça. Grégoire la parait comme une poupée, l'arrangeait, l'habillait avec soin, et elle devenait si jolie que c'était admirable.
Le hâle de son visage et de ses mains s'était effacé, et ses belles couleurs avaient reparu à ses joues. Puis, une fois dans cet état, resplendissante de gaieté et folle de joie, elle employait toute son espièglerie à me railler. Que Dieu le lui pardonne. Mais qu'arriva-t-il quand vous lui apprîtes la mort de son père? Nous la lui cachâmes longtemps, tant qu'elle ne fut pas faite à sa nouvelle situation, et lorsque nous lui dîmes, elle pleura 2 jours, et puis l'oublia. Pendant 4 mois, tout alla on ne peut mieux. Petchorin, comme je vous l'ai dit, aimait passionnément la chasse. Il avait souvent envie d'aller dans la forêt, courir les chevreuils et les sangliers, mais il n'était guère possible de dépasser les remparts de la forteresse. Un jour, où je l'observais, je le trouvai fort pensif et le vis marcher dans sa chambre les mains croisées derrière lui. Une autre fois, sans rien dire, il partit pour la chasse et disparut toute la matinée. Bientôt cela devint de plus en plus fréquent. Je me disais, ce n'est pas bien, et certainement quelque chat noir a passé entre eux. Un matin, j'entre chez eux. Bella était assise sur son lit, dans l'ombre, enveloppée dans sa robe tartare, mais si pâle et si triste que j'en fus effrayé. « Où est Petchorin ?»« À la chasse. »« Est-il parti aujourd'hui ?» Elle se tut comme si elle souffrait de me le dire. « Non, hier, » dit-elle enfin en soupirant péniblement. « Est-ce qu'il ne lui est rien arrivé ?» « Hier, dit-elle en fondant en larmes, j'ai pensé tout le jour qu'il avait pu lui arriver malheur. Il me semblait qu'un sanglier furieux l'avait blessé ou que quelques circassiens l'avaient entraîné dans les montagnes. Mais maintenant, je crois qu'il ne m'aime plus. »« Vraiment, ma chère Bella, tu ne pouvais plus mal penser. » Elle pleura, puis relevant la tête avec fierté, elle sécha ses larmes et continua. « S'il ne m'aime plus, qu'il l'empêche de me renvoyer de la maison. Je ne veux point le gêner, mais si cela doit continuer, je partirai moi-même. Je ne suis point une esclave, je suis la fille d'un prince. » Je tâchai de la rassurer. « Écoute, Bella, sans doute il ne peut, comme au premier jour, rester éternellement assis devant toi, dans ton jupon. Enfin, c'est un jeune homme, et il aime à courir après le gibier. Il va et vient, et si tu t'en affliges, tu l'ennuieras bien plus encore. »« C'est vrai, dit-elle. Je serai gaie. » Et riant aux éclats, elle prit son bouben et se mit à chanter, à danser et à courir tout autour de moi. Mais cela ne dura pas. Elle regagna son lit et cacha son visage dans ses mains. Que faire? Vous le savez, je n'ai jamais été très entendu auprès des femmes. Je cherchais à la consoler et je ne trouvais rien à dire. Nous nous tûmes quelques moments tous les deux. Situation bien désagréable. Enfin je lui dis. Veux-tu que nous allions nous promener sur le rempart? Le temps est si beau. Nous étions en septembre et réellement la journée était admirable et pas trop chaude. Toutes les montagnes se détachaient dans l'espace comme sur un plateau. Nous circulions en tous sens sur le rempart sans échanger un mot. Enfin, elle s'assit sur le gazon et je m'assis également. Il me vint alors à l'esprit cette idée plaisante que j'avais l'air auprès d'elle d'une véritable bonne d'enfant. Notre forteresse était bâtie sur une hauteur, et on y avait une vue merveilleuse. D'un côté, des champs immenses, légèrement ravinés et terminés par des forêts, qui s'abritaient jusque sous les crêtes des montagnes. Par-ci, par-là, la fumée de quelques villages et des troupeaux de chevaux. De l'autre côté, coulait un ruisseau au bord planté d'arbres, dissimulant un petit monticule pierreux qui se rattachait à la haute chaîne du Caucase. Nous nous étions assis à l'angle d'un bastion afin d'embrasser tout le tableau d'un seul coup d'œil, lorsque soudain, j'aperçus, qui sortait de la forêt, un individu monté sur un cheval gris, se rapprochant et enfin s'arrêtant près du ruisseau à 100 toises de nous. Et alors, il se mit à faire tourner son cheval comme un fou, mais avec une incroyable rapidité. « Regarde donc, Bella, lui dis-je, tu as des yeux jeunes. Quel est celui qui fait ainsi tourner son cheval, et par qui cherche-t-il à se faire remarquer ?» Elle se retourna et poussa un cri en disant « C'est Kazbitch !»« Ah, le brigand! Comment a-t-il osé venir si près de nous ?» J'observe, c'était en effet Kazbitch, avec son visage basané, en haillons et repoussant comme toujours. « C'est le cheval de mon père !» dit Bella, en me saisissant par le bras. Elle tremblait comme une feuille, et ses yeux étincelaient. « Ah !» pensai-je, « en toi, ma petite, le sang sauvage bouillonne encore.
Viens ici, dis-je à la sentinelle. Prépare ton arme, et si tu veux gagner un rouble, abat-moi cet homme. J'entends bien votre seigneurie, seulement il ne reste pas immobile. Ordonne-le lui, lui dis-je en plaisantant. Eh, mon cher, crie la sentinelle en agitant sa main. Arrête-toi un peu. Pourquoi tournes-tu comme une toupie? Kazbitch s'arrêta et parut observer. Il pensait sûrement qu'on allait entamer avec lui une conversation. Mais alors, mon grenadier visa. Paf! La poudre s'enflamma. Kazbitch poussa son cheval qui fit un bond de côté. Puis, se levant sur ses étriers, il cria quelque chose en son langage à la sentinelle, la menaça du fouet et disparut. « Quelle honte pour toi !» dis-je à la sentinelle. « Il est allé probablement mourir ailleurs, » me répondit celle-ci. « Et votre seigneurie ne m'en voudra pas, car ces maudites gens, on ne peut les tuer d'un seul coup. » Un quart d'heure après, Petchorin revint de la chasse. Bella lui sauta au cou et ne proféra pas un reproche, pas une plainte pour une si longue absence. Et de longtemps, je n'eus plus à me fâcher contre lui. « Permettez, est-ce que depuis le moment où Kazbitch vint près de la rivière, où l'on tira sur lui, vous ne le rencontrâtes plus? Car ces montagnards sont fort vindicatifs. Croyez-vous qu'il ne devina pas que vous aviez aidé Azamat? Je parierais que ce jour-là, il reconnut Bella. Je savais depuis 1 an qu'elle lui plaisait beaucoup. Il me l'avait dit lui-même. Et, s'il avait espéré avoir une grosse dot, il l'aurait demandé en mariage. Cet événement fit réfléchir Petchorin. « Bella, lui dit-il, il faut être plus prudente, et à partir de ce jour, il ne faut plus aller sur le rempart. » Du reste, j'eus avec Petchorin une longue explication. Je voyais avec peine qu'il n'était plus le même pour cette pauvre fille, car non seulement il passait la moitié de son temps à la chasse, mais dans ses rapports avec elle, il était devenu froid et ne lui prodiguait plus que de rares caresses. Elle commençait à maigrir sensiblement. Sa petite figure s'allongeait et ses grands yeux s'éteignaient. Nous lui disions « Tu soupires, Bella. Tu es triste? Non? Tu t'affliges en pensant à ta famille? Je n'ai plus de parents. Désires-tu quelque chose? Non. » C'était comme ça toute la journée. Excepté oui et non, on ne pouvait rien tirer d'elle. Je résolus donc de parler de cela à Petchorin. « Écoutez, Maxime, me répondit-il, j'ai un mauvais caractère. Est-ce l'éducation qui m'a fait telle ou Dieu qui m'a créé ainsi? Je l'ignore. Je sais seulement que si je fais le malheur des autres, je ne suis pas plus heureux pour cela. C'est là une triste consolation sans doute. Mais la vérité, c'est qu'il en est ainsi. Dès ma première jeunesse, au moment où je sortis de la tutelle de mes parents, je me pressais de jouir avec fureur de tous les plaisirs que l'on peut se procurer avec de l'argent. Bientôt, ces plaisirs me fatiguèrent. J'allais alors dans le grand monde et le monde m'ennuya aussi. Je m'amourachais de quelques beautés mondaines et fus aimé. Mais dans ces amours, mon imagination et mon amour-propre seuls furent en jeu. Le cœur resta vide. Je me mis à lire, à m'instruire. Tout cela me parut également ennuyeux. Je voyais que ni la gloire, ni le bonheur ne dépendaient de ce travail, parce que les hommes les plus heureux sont souvent les plus ignorants, et quant à la gloire, elle n'appartient qu'au succès. Or, pour l'obtenir, il faut être bien habile. Bientôt après, on m'envoya au Caucase. C'est le temps le plus heureux de ma vie. J'espérais que l'ennui ne vivrait pas sous les balles circassiennes. Vainement. Au bout d'1 mois, j'étais tellement habitué à leur sifflement et je m'ennuyais plus qu'auparavant, parce que j'avais, pour ainsi dire, presque perdu ma dernière espérance. Lorsque je vis Bella, lorsque pour la première fois la tenant sur mes genoux je baisais ses cheveux noirs, imbécile que j'étais, je la pris pour un ange que le sort compatissant m'envoyait. Je me trompais encore. L'amour de cette petite sauvagesse ne vaut guère mieux que celui d'une grande dame. La naïveté et la candeur de l'une m'importunent autant que le feraient les coquetteries de l'autre. Si vous voulez, je l'aime encore. Je lui suis reconnaissant de quelques moments bien doux, et je donnerai ma vie pour elle. Mais auprès d'elle, je m'ennuie. Je suis un sot, ou plus méchant encore, je ne sais. Mais ce qu'il y a de certain, c'est que je suis bien digne de pitié, et peut-être plus qu'elle. J'ai une âme gâtée par le monde, une imagination sans repos et un cœur insatiable. Tout me paraît petit. Je m'habitue facilement à la souffrance, comme au plaisir, et mon existence devient plus monotone de jour en jour. Il ne me reste plus qu'une ressource, c'est de voyager. Dès que je le pourrai, je me mettrai en route.
Mais pas en Europe, grand Dieu. J'irai en Amérique, en Arabie ou dans l'Inde. Enfin, où que ce soit. Je mourrai en voyageant. À moins que je ne me persuade que cette dernière consolation sera trop longue à s'épuiser, en dépit des orages et des mauvais chemins. Il parla ainsi longtemps, et ses paroles se gravèrent dans ma mémoire. Pour la première fois, j'entendais de pareilles choses de la part d'un homme de 25 ans, et Dieu veuille que ce soit la dernière. C'est incroyable. Dites-moi, je vous prie, continua le capitaine en se tournant vers moi. Vous avez été dans la capitale aussi, mais pas longtemps. Est-ce que tous les jeunes gens de ces lieux sont ainsi faits? Je lui répondis qu'il y avait bien des hommes pareils à celui dont il m'avait parlé, et que ce qui était probable, c'est que ceux-là avaient raison. Que du reste le dégoût de tout, comme toutes les modes, avait commencé dans les plus hautes classes de la société, pour descendre ensuite dans les plus basses qui l'avaient exagéré, et que c'était elle qui, réellement maintenant, s'ennuyait le plus entre toutes, et s'efforçait de cacher ce malheur comme un défaut. Le capitaine ne comprit pas ces finesses et balança légèrement sa tête en souriant ironiquement. « Ne sont-ce pas les Français qui ont inventé la mode de l'ennui ?» dit-il. « Non, ce sont les Anglais. »« Ah !» répondit-il, « c'est vrai, ils ont toujours été de grands ivrognes. » Je me souvins involontairement d'une grande dame de Moscou qui assurait que Byron n'était rien de plus qu'un ivrogne. Or, la remarque du capitaine était excusable, car depuis qu'il s'abstenait de boire, il s'efforçait de se persuader que dans le monde, tous les malheurs provenaient de l'ivrognerie. Après cette digression, il continua son récit de la sorte. Kazbitch ne reparut plus, mais je ne sais pourquoi je ne pouvais chasser cette idée de ma tête, qu'il n'était pas venu pour rien et qu'il tramait probablement quelque affreux projet. Un jour, Petchorin me pria de l'accompagner à la chasse au sanglier. Je refusai longtemps. Que pouvait avoir de rare pour moi la vue d'un sanglier? Il parvint cependant une fois à m'entraîner avec lui. Nous prîmes 5 soldats et partîmes de bon matin. Jusqu'à 10 heures, nous fouillâmes en tous sens les roseaux et le bois. Pas de bête. Retournons, lui dis-je, et ne nous entêtons pas. Il est évident que nous avons choisi un mauvais jour. Mais Grégoire, malgré la grande chaleur et la fatigue, ne voulait pas rentrer sans gibier. Ce qu'il désirait, il le lui fallait. Il était évident que dans son enfance, il avait été gâté par sa mère. Enfin, vers midi, nous découvrîmes un maudit marcassin. Paf, paf! Mais rien de tué. La bête se réfugia dans les roseaux. C'était décidément un mauvais jour. Nous prîmes un peu de repos et nous nous mîmes en route pour regagner la maison. Nous allions côte à côte en silence, laissant tomber nos rênes, et nous étions presque arrivés à la forteresse. Quelques arbres seulement nous empêchaient de la voir, lorsque soudain, un coup de feu retentit. Nous nous regardons l'un et l'autre, un même soupçon nous a traversé l'esprit. Nous galopons rapidement du côté où le coup était parti. Nous regardons, sur le rempart une foule de soldats était réunie et indiquait dans la campagne un cavalier qui semblait voler et emportait sur la selle quelque chose de blanc. Petchorin pousse un cri en circassien, enlève l'étui de son fusil et part. Je le suis. Par bonheur, à cause de notre chasse manquée, nos chevaux n'étaient pas fatigués. Ils bondissaient sous la selle et en un instant, nous avions gagné beaucoup de chemin. Je reconnus enfin Kazbitch, mais je ne pouvais distinguer encore ce qui l'emportait devant lui. Et lorsque j'atteignis Petchorin, je lui criai « C'est Kazbitch !» Il me regarda, hocha la tête et fouetta son cheval. Nous n'étions déjà plus qu'à une portée de fusil de lui. Son cheval était fatigué, en plus mauvais état que les nôtres, et malgré tous ses efforts, il n'avançait que péniblement. En ce moment, pensai-je, il doit se souvenir de son Karagetz. Je regarde. Petchorin au galop le visait avec son fusil. « Ne tirez pas, lui criai-je. Gardez votre coup. Nous l'atteindrons sans cela. » Oh, la jeunesse, elle s'échauffe toujours mal à propos. Le coup retentit et la balle cassa la jambe de derrière du cheval. Celui-ci fit encore avec peine une dizaine de pas, broncha et s'abattit sur les genoux. Kazbitch sauta à terre et nous vîmes qu'il portait dans ses bras une femme enveloppée d'un grand voile. C'était Bella. Pauvre Bella. Il nous cria quelque chose dans sa langue et brandit sur elle son poignard. Il fallait se hâter. Je tirai à mon tour assez heureusement. Sûrement ma balle l'avait atteint à l'épaule, car son bras retomba subitement. Lorsque la fumée fut dissipée, le cheval blessé était étendu à terre, et à côté de l'animal, Bella évanouie.
Kazbitch jeta son fusil, puis à travers les arbres, grimpa sur les rochers, comme un véritable chat. J'eus envie de tirer sur lui de là, mais mon coup n'était pas prêt. Nous sautâmes à terre et courûmes vers Bella. La malheureuse était étendue immobile et le sang coulait à flots de sa blessure. Ce scélérat aurait pu la frapper au cœur et l'achever ainsi d'un seul coup, mais il l'avait frappée dans le dos. C'était un véritable coup de bandit. Elle était sans connaissance. Nous déchirâmes son voile et pansâmes sa blessure en rapprochant les bords de notre mieux. Vainement, Petchorin couvrait de baisers ses lèvres froides. Rien ne put la faire revenir à elle. Petchorin monta à cheval, je la pris à terre et la plaçai devant lui sur sa selle. Il l'entoura de ses bras, et nous revînmes sur nos pas. Après quelques moments de silence, Petchorin me dit « Maxime, ne la rappelons-nous pas à la vie ?»« Certainement que si, » lui répondis-je, et nous laissâmes aller nos chevaux à toute bride. Aux portes de la forteresse, une grande foule nous attendait. Nous portâmes prudemment la blessée chez Petchorin et fîmes appeler le médecin. Il était presque ivre, mais il vint cependant, regarda la blessure et déclara que Bella ne vivrait pas plus d'1 jour. Il se trompait. « Elle revint donc à la santé ?» dis-je au capitaine, en lui prenant la main et presque joyeux malgré moi. « Non, » répondit-il. « Le médecin s'était trompé en ceci qu'elle vécut encore 2 jours. »« Mais expliquez-moi de quelle manière Kazbitch avait pu l'enlever. » Voici. Malgré la défense de Petchorin, Bella était allée de la forteresse à la rivière. Il faisait très chaud, comme vous savez, et elle s'était assise sur une pierre et lavait ses pieds dans l'eau. Kazbitch s'approcha d'elle furtivement, lui ferma soudain la bouche, la tira dans les arbres, l'enleva sur son cheval et s'enfuit. Elle, cependant, s'efforçait de crier. Les sentinelles donnèrent l'alarme et nous arrivâmes à propos. Mais pourquoi Kazbitch voulait-il l'enlever? Vous savez que les Circassiens sont réputés pour être un peuple de voleurs. Il suffit que quelque chose soit mal gardé pour qu'ils l'enlèvent, et quoi qu'un objet leur soit inutile, ils le dérobent tout de même, et il faut en cela être indulgent pour eux. Mais cette fois, il y avait eu plus, que Bella plaisait beaucoup à Kazbitch. Et Bella mourut? Oui, elle mourut. Mais elle souffrit beaucoup, et nous épuisâmes en vain tous nos soins. Vers les 10 heures du soir, elle revint à elle. Nous nous assîmes sur son lit. Dès qu'elle rouvrit les yeux, elle appela Petchorin. « Je suis là, près de toi, Janetska, ce qui signifie ma chère âme, dit-il en la prenant dans ses bras. « Je mourrai, dit-elle. Nous nous efforcions de la consoler en lui disant que le médecin avait promis de la sauver sûrement. Elle agita sa tête mignonne et se tourna vers le mur. Elle ne voulait pas mourir. Pendant la nuit, elle eut le délire. Sa tête brûlait, sur tout son corps courait parfois un tremblement fiévreux. Elle débitait des paroles incohérentes sur son père et son frère. Elle soupirait après sa montagne, après sa maison. Puis elle parla aussi de Petchorin, elle lui donnait des noms les plus tendres, ou bien lui reprochait d'avoir cessé d'aimer sa Dianetska. Lui l'écoutait en silence, la tête appuyée dans ses mains. Mais pendant tout ce temps, je ne vis pas une seule larme couler de ses paupières. Était-ce qu'il ne pouvait pas pleurer? Où se retenait-il? Je ne le sais. Pour moi, je n'ai jamais rien vu de plus digne de pitié que cette scène. Au matin, le délire disparut. À ce moment, elle était étendue immobile, pâle et si faible que c'était à peine si elle paraissait respirer. Puis il y eut du mieux. Elle se mit à parler. Savez-vous de quoi? C'est une pensée qui ne pouvait venir qu'à une mourante. Elle se désolait de ne pas avoir été élevée dans la religion chrétienne, parce que, disait-elle, dans l'autre monde, son âme ne se rencontrerait pas avec celle de Grégoire et une autre femme deviendrait sa compagne au paradis. Il me vint à l'idée de la baptiser avant qu'elle ne mourût, et je le lui proposai. Elle me regarda avec irrésolution et ne put de longtemps proférer une parole. Elle me répondit enfin qu'elle mourrait dans la croyance où elle était née. C'est ainsi que s'écoula la journée. Comme elle avait changé en un seul jour. Ses joues pâles s'étaient creusées. Ses yeux avaient grandi, ses lèvres brûlaient. Elle ressentait une chaleur intérieure, comme si dans son sein, elle avait eu un fer rouge. La seconde nuit vint. Nous ne fermâmes pas les yeux et ne quittâmes pas son chevet. Elle souffrait horriblement. Elle gémissait. Et dès que la douleur lui laissait un peu de répit, elle s'efforçait de persuader Grégoire
qu'il devait lui faire plaisir en allant prendre un peu de repos. Elle embrassait ses mains et les touchait sans cesse avec les siennes. Avant le matin, elle ressentit les premières atteintes de la mort. Elle s'agita, arracha son bandage et le sang coula de nouveau. Lorsqu'on eut pansé sa plaie, elle se calma un moment, puis demanda Pétchorine afin de l'embrasser encore. Il se mit à genoux à côté du lit, leva la tête de Bella de dessus l'oreiller et colla sa bouche sur ses lèvres froides. Elle entoura fortement son cou de ses bras tremblants, comme si elle voulait lui donner son âme dans un baiser. Oui, elle fit bien de mourir, car que serait-elle devenue si Grégoire l'avait abandonnée? Et tôt ou tard, cela serait arrivé. Pendant la moitié du jour suivant, elle fut calme, silencieuse et docile, quoique le médecin augmentât ses souffrances avec des cataplasmes et des pansements. « Permettez, vous disiez vous-même qu'elle devait certainement mourir. Pourquoi alors tous ces remèdes ?» C'était, répondit Maxime, pour tranquilliser notre conscience. Elle est jolie, la conscience. Dans l'après-midi, elle commença à éprouver une soif ardente. Nous ouvrîmes la fenêtre, mais dehors, il faisait encore plus chaud que dans la chambre. Nous plaçâmes de la glace près du lit, rien ne la soulageait. Je savais que cette soif est intolérable, et qu'elle est le signe précurseur de l'agonie. Je le dis à Pétchorine. « De l'eau, dit-elle d'une voix étouffée, en se levant sur son séant. Grégoire devint pâle comme un linge, prit un verre, le remplit et le lui donna. Je me couvris les yeux avec mes mains et me mis à réciter une prière. Je ne sais plus laquelle. Mon Dieu, j'ai vu mourir bien des hommes dans les ambulances ou sur les champs de bataille, mais ce n'était plus cela, ce n'était pas du tout cela. Je dois vous avouer ce qui m'attriste encore. En face de la mort, elle ne se souvint pas un instant de moi. Et moi, il me semble que je l'aimais comme un père. Mais que Dieu lui pardonne, car en vérité, pourquoi aurais-je voulu qu'elle songeât à moi devant la mort? Lorsqu'elle eut bu toute cette eau, elle parut soulagée, et 3 minutes après, elle exhala son dernier soupir. Nous plaçâmes un miroir devant ses lèvres, mais pas le moindre souffle ne vint en ternir le poli. J'éloignai Pétchorine de cette chambre, et nous allâmes sur le rempart de la forteresse où nous nous promenâmes longtemps de long en large, côte à côte, sans dire une parole, et nos mains croisées derrière le dos. Son visage n'exprimait rien de particulier, et moi, j'étais fort triste. À sa place, je serais mort de douleur. Enfin il s'assit à l'ombre, et avec un bâton dessinait sur le sable. Par convenance, je cherchai à le consoler et me mis à lui parler. Il leva la tête et se mit à rire. Un froid glaça ma peau à ce rire. Je partis commander le cercueil. J'avoue que ce fut en partie pour me distraire que je m'occupais de ce soin. J'avais une pièce d'étoffe, j'en garnis la bière et la parais avec les broderies d'argent circassiennes que Pétchorine avait achetées pour elle. Le lendemain, de bon matin, nous l'enterrâmes derrière la forteresse, près du ruisseau, et à cette place où elle s'était assise pour la dernière fois. Autour de la tombe poussent maintenant les blanches fleurs de l'acacia et du sureau. J'avais envie d'y placer une croix, mais je ne le pus parce qu'elle n'était pas chrétienne. Et que devint Pétchorine? Pétchorine fut longtemps malade et maigrit, le malheureux. Mais depuis ce jour, nous ne parlâmes plus de Bella. Je voyais que cela lui était désagréable. 3 mois après, on lui désigna un régiment et il partit pour la Géorgie. Depuis, nous ne nous sommes plus rencontrés. Je me souviens d'avoir entendu dire que peu de temps après, il retourna en Russie. Mais dans les cadres du corps d'armée, il n'en fut plus question. Et puis les nouvelles nous parviennent si tardivement ici. Là-dessus, il entama une longue conversation sur ceci. Qu'il est fort désagréable de ne connaître les nouvelles qu'une année plus tard, et que cela n'est supportable que parce que ce retard amortit quelquefois de douloureuses émotions. Je ne l'interrompis point, car je ne l'écoutais plus. Au bout d'1 heure, il nous parut possible de partir. La tempête s'était calmée, le ciel s'éclaircit, et nous nous remîmes en route. En chemin, je ramenai malgré moi la conversation sur Bella et Pétchorine. « Et vous n'avez pas entendu dire ce qu'est devenu Kazbitch ?»« Kazbitch ! À la vérité, je n'en ai plus entendu parler. J'ai ouï dire que sur notre flanc droit, chez les Chapsoug, il existe quelques Kazbitch hardis, qui, en habit tartare rouge, va et vient sous nos balles et salue poliment lorsqu'elles sifflent près de lui. Je doute que ce soit le même. » Nous nous séparâmes à Kobi.
Je partis en poste, lui, à cause de sa voiture chargée, ne put me suivre. Nous comptions ne jamais nous revoir, mais cependant, nous nous rencontrâmes, et si vous le désirez, je vous raconterai cela. C'est toute une histoire. Avouez seulement que Maxime Maximitch était un homme digne d'estime. Si vous avouez cela, je vous en récompenserai par un récit qui ne sera pas trop long. Maxime Maximitch. Après avoir pris congé de Maxime Maximitch, je traversai rapidement les défilés du Terek et du Darial. Je déjeunai au Kazbek, bus le thé à l'Ars et me hâtai afin d'arriver pour le dîner à Vladikaukaz. Je vous ferai grâce ici de la description de la montagne, d'exclamations qui n'expriment rien et de tableaux qui ne représentent pas grand-chose, excepté pour ceux qui n'y sont pas allés. Je ne vous ferai pas non plus de remarques statistiques que décidément personne ne veut lire. Je m'arrêtai à l'hôtellerie où descendent tous ceux qui passent et où cependant personne ne put seulement nous faire rôtir un faisan et bouillir un peu de soupe aux choux, car les 3 invalides à qui la maison était confiée se trouvaient tellement ineptes et tellement ivres qu'il était impossible de chercher à obtenir d'eux quelque chose. Ils me déclarèrent que je devais séjourner là encore 3 jours, parce que l'occasion d'Ekaterinograd n'était pas encore arrivée, et par conséquent ne pouvait encore retourner. Quelle occasion! Mais un mauvais calembour n'est pas une consolation pour un Russe, et afin de me distraire, je songeais à écrire le récit de Maxime sur Bella, ne pensant pas alors qu'il ne serait que la première partie d'une longue suite de récits. Vous avez vu comment un événement insignifiant peut avoir quelquefois des suites fâcheuses. Mais à propos, peut-être ne savez-vous pas ce que c'est que l'occasion? C'est l'escorte composée d'une demi-compagnie d'infanterie et d'artillerie qui accompagne les transports militaires à travers le pays de Kabarda, entre Vladikaukaz et Ekaterinograd. Je passai le premier jour d'une manière fort ennuyeuse. Le second jour, une voiture franchit de bon matin les portes. C'était celle de Maxime Maximitch. Nous nous rencontrâmes comme 2 vieilles connaissances. Je lui offris ma chambre, il accepta sans cérémonie, me frappa sur l'épaule et arrondit sa bouche en forme de sourire. Quel excellent homme c'était! Il faut vous dire qu'il avait, dans l'art culinaire, de profondes connaissances. Aussi fit-il rôtir admirablement le faisan qu'il entoura d'une délicieuse sauce aux légumes. Je dois avouer que sans lui, je serais resté aux légumes secs toute la journée. Une bouteille de vieux vin de Kaketinsky nous aida à oublier le nombre modeste de plats de notre repas réduit à un seul. Et puis nous nous assîmes pour fumer nos pipes, moi sur le bord de la fenêtre, lui tout à côté du poêle, car la journée était froide et humide. Nous nous taisions. De quoi parler du reste? Il m'avait déjà fait le récit de tout ce qui lui était arrivé d'intéressant, et moi, je n'avais rien à lui raconter. Je me mis à regarder par la fenêtre les nombreuses maisonnettes éparpillées sur les bords du Terek. La rivière s'élargissait en serpentant au milieu des arbres, puis plus loin devenait plus bleue sous l'ombre dentelée des montagnes, derrière lesquelles le Kazbek semblait nous regarder pareil à un chapeau de cardinal recouvert de neige. Je faisais mentalement mes adieux au Caucase, et j'en éprouvais beaucoup de peine. Nous restâmes ainsi longtemps. Le soleil se cachait derrière les froides cimes, et un brouillard épais et gris s'étendait déjà sur les vallées, lorsque dans la rue retentit le son des grelots d'un équipage et la voix des postillons. Quelques voitures militaires, toutes couvertes de boue, entrèrent dans la cour, et derrière elles, une calèche de voyage vide. Sa marche était légère, sa construction commode et élégante. Elle avait un cachet étranger. Sur le siège était un homme à longue moustache et trop bien vêtu pour un laquais. Mais il était cependant impossible de se tromper sur sa position sociale en voyant la manière grossière avec laquelle il secouait la cendre de sa pipe et criait après les postillons. C'était évidemment le serviteur complaisant d'un maître paresseux et avait un air de famille avec le Figaro russe. « Dites-moi, mon cher, » lui criai-je par la fenêtre, « l'occasion est-elle arrivée ?» Il me regarda avec assez d'arrogance, arrangea sa cravate et se retourna. Le conducteur des équipages militaires, placé à côté de lui, répondit qu'effectivement l'occasion était arrivée et qu'elle repartirait le lendemain matin. « Dieu soit béni !» dit Maxime qui s'était approché de la fenêtre pendant ce temps. « Quelle jolie calèche !» ajouta-t-il. « C'est certainement quelque haut fonctionnaire qui va à Tiflis pour une enquête. Et probablement, il ne connaît pas nos montagnes. »« Non, tu ne connais pas nos montagnes. Elles te briseront ta voiture anglaise, mon cher. Mais qui cela peut-il être ? Allons l'apprendre. »
Nous entrâmes dans un corridor, au bout duquel il y avait une porte ouverte sur une chambre de côté. Le laquais et les postillons y portaient des valises. « Écoute, mon ami, » lui dit le capitaine. « À qui est cette admirable calèche? Quelle jolie voiture !» Le laquais, sans se retourner, marmotta quelque chose entre ses dents et continua de déboucler ses valises. Maxime se fâcha, toucha l'impoli à l'épaule et lui dit « Je te parle, mon cher. » « Eh bien, cette calèche est à mon maître. »« Mais quel est ton maître ?»« Petchorine. »« Comment Petchorine ?»« Ah, mon Dieu! Est-ce qu'il n'a pas servi au Caucase ?» dit Maxime en poussant des cris de joie, me tirant par la manche et les yeux pleins de gaieté. « Il y a servi en effet, je crois, mais il n'y a pas longtemps que je suis avec lui. Est-ce bien Grégoire Alexandrovitch? C'est bien ainsi qu'on le nomme. » « Sais-tu que nous étions bons amis avec ton maître ?» ajouta-t-il en frappant amicalement le laquais sur l'épaule, si bien qu'il le fit vaciller. « Permettez, monsieur, vous m'interrompez dans ma besogne, » dit celui-ci d'un air un peu renfrogné. « Comment, mon cher? Sais-tu qu'avec ton maître nous étions intimes et que nous avons vécu ensemble? Mais où est-il resté lui-même » Le domestique répondit que Petchorine s'était arrêté pour dîner et passer la nuit chez le colonel N. « Ne viendra-t-il pas ici ce soir ?» dit Maxime. « Ou bien n'iras-tu pas, mon cher, vers lui pour n'importe quoi? Si tu y vas, dis-lui que Maxime Maximitch est ici, et qu'il le connaît déjà. Je te donnerai 8 kopecks de pourboire. » Le laquais fit une mine dédaigneuse à cette modeste promesse, mais affirma cependant à Maxime qu'il ferait la commission. « Certainement qu'il va venir tout de suite, » me dit Maxime avec un air triomphant. « J'irai l'attendre jusqu'aux portes, et je regrette de ne pas connaître N. » Il s'assit sur un banc près de la porte cochère, et moi je rentrai dans la chambre. J'avoue que j'attendais aussi avec une certaine impatience l'arrivée de ce Petchorine. Quoique d'après le récit du capitaine, je me fusse composé un portrait de lui pas trop avantageux. Quelques détails de son caractère m'engageaient cependant à l'observer. 1 heure après, un invalide m'apporta un samovar plein d'eau chaude et une théière. « Maxime, voulez-vous du thé ?» lui criai-je par la fenêtre. « Merci, je n'ai pas envie d'en prendre. »« Allons, prenez-en, vous voyez qu'il est déjà tard et qu'il fait froid. »« Ce n'est rien, je vous remercie. »« Eh bien, comme il vous plaira, je vais prendre le thé tout seul. » 10 minutes après, le capitaine entra. « Au fait, vous avez raison, dit-il. Mieux vaut prendre le thé en attendant, tout de même. Cet homme est déjà depuis longtemps près de lui, et il est évident que quelque chose l'a retenu. » Il avala vite une tasse de thé, en refusa une seconde et retourna vers la porte avec inquiétude. Il était clair que l'indifférence de Petchorine affligeait d'autant plus le vieux capitaine qu'il m'avait parlé naguère de son amitié pour lui, et il n'y avait pas 1 heure qu'il était persuadé que celui-ci accourrait rien qu'en entendant son nom. Il était déjà tard, et il faisait sombre, lorsque j'ouvris de nouveau la fenêtre pour appeler Maxime, lui disant qu'il était temps de se coucher. Il marmotta quelque chose entre ses dents. Je réitérai mon invitation, mais il ne me répondit rien. Je me couchai sur un divan enveloppé dans mon manteau, et j'aurais dormi tranquillement si, à 1 heure déjà avancée, Maxime, entrant dans la chambre, ne m'avait éveillé. Il jeta sa pipe sur la table, se mit à marcher dans la chambre, activa le poêle. Enfin, une fois couché, il ne fit que tousser, cracher et se retourner. « Est-ce que les punaises vous piquent ?» lui demandai-je. « Oui. Les punaises, répondit-il en soupirant péniblement. Le lendemain matin, je m'éveillai de bonne heure, mais Maxime m'avait déjà devancé. Je le trouvai devant la porte, assis sur le banc. « Il faut que j'aille chez le commandant, » me dit-il. « Je vous en prie, si Petchorine vient, accueillez-le pour moi. » Je le lui promis, et il se mit à courir comme si ses membres avaient retrouvé leur jeunesse, leur vigueur et leur agilité. La matinée était fraîche et belle. Des nuages dorés s'amoncelaient sur les montagnes et formaient comme une nouvelle chaîne de montagnes aériennes. Devant la porte s'étendait une large place sur laquelle le marché fourmillait de monde, car c'était un dimanche. Les enfants géorgiens, nu-pieds, portant sur leurs épaules des paniers pleins de rayons de miel, tournaient autour de moi. Je les maudissais et ne m'occupais pas d'eux, car l'inquiétude du capitaine commençait à me gagner. Il y avait à peine 10 minutes écoulées que celui que nous attendions parut à l'extrémité de la place.
Il était avec le colonel N, qui l'accompagna jusqu'à l'hôtel, prit congé de lui et retourna à la forteresse. J'envoyai aussitôt un invalide à Maxime. Le laquais alla à la rencontre de Petchorine, lui dit qu'on allait atteler tout de suite, lui donna son porte-cigare, prit ses ordres et partit pour les exécuter. Son maître tira un cigare, bâilla 2 fois et s'assit sur le banc placé de l'autre côté de la porte. Maintenant, je dois vous faire son portrait. Il était de stature moyenne et bien proportionnée. Sa taille svelte et ses larges épaules annonçaient une forte constitution, qui, en lui permettant de supporter les fatigues d'une existence nomade et les changements de climat, avait rendu sa santé inaltérable, malgré les excès d'une vie déréglée dans la capitale et les orages de son âme. Son pardessus de velours, couvert de poussière et retenu par les 2 boutons inférieurs, laissait voir un linge éblouissant de blancheur, qui dénotait un homme comme il faut. Ses gants, quoique sales, disaient qu'ils avaient été faits pour sa petite main aristocratique, et lorsqu'il ôta un de ses gants, je fus étonné de la blancheur et de la finesse de ses doigts. Sa démarche était nonchalante et paresseuse, mais je remarquai qu'il ne gesticulait point, indice certain d'un caractère dissimulé. Du reste, c'est là une remarque qui m'est personnelle et fondée sur mes observations, et je ne veux point vous forcer d'y croire complètement. Lorsqu'il se baissa sur le banc, sa taille droite se courba comme s'il n'avait pas eu d'épine dorsale. La position de tout son corps accusait une grande faiblesse nerveuse, et il s'assit comme s'assoit sur des coussins, après un bal fatigant, une coquette de 30 ans de Balzac. Au premier coup d'œil, jeté sur son visage, on ne lui aurait pas donné plus de 23 ans, quoique plus tard, je fusse disposé à lui en donner 30. Dans son sourire, il y avait quelque chose d'enfantin. Sa peau avait la douceur de celle d'une femme, ses blonds cheveux frisaient naturellement et ombrageaient d'une manière pittoresque son front pâle et plein de noblesse, sur lequel, après une longue observation, on pouvait apercevoir les plis des rides qui s'entrecroisaient et étaient profondément marqués au moment de la colère ou d'une inquiétude d'âme. Malgré la couleur claire de ses cheveux, ses moustaches et ses sourcils étaient noirs, signe de race chez un homme, comme la crinière et la queue noires chez les chevaux. Afin de vous finir ce portrait, il faut vous dire qu'il avait un nez un peu retroussé, les dents éblouissantes de blancheur, les yeux bruns. Mais de ses yeux, je dois vous dire encore quelques mots. D'abord, il ne riait pas, lorsque lui-même souriait. Ne vous est-il jamais arrivé de remarquer cette chose étrange chez quelques hommes? C'est l'indice ou d'un caractère méchant, ou d'un chagrin profond et permanent. À travers ses paupières à demi baissées, il brillait d'une certaine clarté phosphorescente, si l'on peut s'exprimer ainsi. Ce n'est point le reflet d'une âme ardente ou d'une imagination enjouée, c'était un éclat pareil à celui de l'acier poli, éblouissant, mais froid. Son regard mobile, mais pénétrant et fatigant, vous laissait une impression désagréable d'interrogation indiscrète et pouvait même paraître insolent, s'il n'eût été aussi indifférent et aussi tranquille. Toutes ces réflexions ne me vinrent à l'esprit que parce que je connaissais quelques événements de sa vie, et peut-être qu'un nouvel examen de sa personne aurait produit sur moi des impressions entièrement différentes. Mais quoique vous puissiez fort bien ne pas vous entendre avec moi sur tout cela, vous êtes dans la nécessité de vous contenter de cette description. Je vous dirai comme conclusion qu'il n'était en somme pas du tout laid, et qu'il avait une de ces physionomies originales qui plaisent ordinairement aux femmes. Les chevaux étaient prêts. Les grelots des colliers résonnaient de temps en temps, et le laquais s'était déjà approché 2 fois de Petchorine pour le prévenir que tout était prêt, et Maxime ne revenait pas. Par bonheur, Petchorine s'était plongé dans une rêverie en regardant les masses bleues du Caucase, et ne paraissait pas du tout pressé de se mettre en route. Je m'approchai de lui et lui dis « Si vous voulez bien attendre encore un peu, vous aurez le plaisir de revoir une vieille connaissance. »« Ah, c'est vrai !» répondit-il vivement. « On me l'a dit hier. Mais où est-il » Je me retournai du côté de la place et j'aperçus Maxime courant tant qu'il pouvait. En quelques secondes, il fut près de nous. Il pouvait à peine respirer. La sueur coulait à gouttes sur son visage. Les mèches humides de ses cheveux gris s'échappaient de dessous son chapeau et se collaient à son cou. Ses membres tremblaient. Il voulut se jeter au cou de Petchorine, mais celui-ci, assez froidement, et cependant avec un bienveillant sourire, lui tendit la main. Le capitaine resta un moment stupéfait, et puis prit avidement cette main dans les siennes. Il ne pouvait encore parler. « Comme je suis content de vous voir, mon cher Maxime. Mais comment vous portez-vous » dit Petchorine.
Mais toi, mais vous, murmura le vieillard, avec des larmes dans les yeux. Que d'années, que de jours. Mais où allez-vous? Je vais en Perse, et plus loin. Est-il possible? Maintenant? Mais attendez un peu, mon ami. Vous ne pouvez pas nous quitter tout de suite. Il y a si longtemps que nous ne nous sommes vus. Il le faut, Maxime, fut sa réponse. Mon Dieu, mais pourquoi tant se hâter? Je voudrais vous dire tant de choses, et tant vous en demander. Mais êtes-vous en congé? Que faisiez-vous? Je m'ennuyais, dit Petchorin en souriant. Mais ne vous souvenez-vous plus de notre séjour dans la forteresse? Votre passion pour la chasse? Vous étiez un intrépide chasseur. Et Bella? Petchorin pâlit légèrement et se retourna. Oui, je m'en souviens, dit-il en bâillant presque malgré lui. Maxime se mit alors à le prier de rester encore 2 heures avec nous. Nous dînerons parfaitement, dit-il. J'ai 2 faisans, et le vin de Kaketinsky est excellent ici. Ce n'est pas le même qu'en Géorgie, et c'est le meilleur cru. Nous causerons, et vous me raconterez votre existence à Pétersbourg, n'est-ce pas? Vraiment, je n'ai rien à raconter, mon cher Maxime. Adieu, il faut que je me hâte. Je vous remercie de ne pas m'avoir oublié, ajouta-t-il en lui pressant la main. Le vieillard fronça le sourcil. Il était bien triste et bien affecté, quoiqu'il s'efforçât de le cacher. « Oublié » s'écria-t-il. « Non, je n'ai rien oublié. Mais que Dieu vous accompagne. Je ne croyais pas que nous nous rencontrerions ainsi. »« Mais c'est assez, dit Petchorin en l'embrassant amicalement. « Est-il possible que je ne sois plus le même? Qu'y faire? Chacun suit son chemin. Nous sera-t-il donné de nous rencontrer encore? Dieu le sait. » En disant cela, il s'était déjà mis en voiture, et le postillon rassemblait ses rênes. « Arrête! Arrête !» lui cria soudain Maxime, en se cramponnant à la portière de la calèche. « Grégoire, vous avez sans doute oublié que vos papiers sont restés chez moi. Je les ai conservés. Je pensais vous trouver en Géorgie, et voilà que Dieu nous a fait nous retrouver ici. Que dois-je en faire? »« Ce que vous voudrez, » dit Petchorin. « Adieu. »« Ainsi vous allez en Perse. Et quand reviendrez-vous » lui cria Maxime en le suivant. La calèche était déjà loin, et Petchorin faisait de la main un signe qui pouvait se traduire de la façon suivante. « C'est impossible. Il le faut, et je ne sais pourquoi. » Dans le lointain, le son des grelots devenait déjà moins distinct, ainsi que le bruit des roues sur les cailloux du chemin, que le pauvre vieillard était encore debout à la même place et enfoncé dans une sombre rêverie. Il me dit enfin, s'efforçant de prendre un visage plus gai, tandis que des larmes de dépit mouillaient de temps en temps ses paupières. Nous étions bons amis, cependant. Mais que sont les amis de maintenant? Que pouvaient-ils trouver auprès de moi? Je ne suis ni riche, ni haut placé, et j'ai le double de son âge. Mais voyez quel petit maître il est devenu pendant son nouveau séjour à Pétersbourg. Quelle voiture! Que de bagages! Quel laquais insolent! Ces paroles étaient dites avec un sourire ironique. « Dites-moi, continua-t-il en se tournant vers moi, quel démon le pousse maintenant vers la Perse? En vérité, c'est drôle. Je sais que c'est un homme léger sur lequel il est impossible de compter. Mais vraiment, ce serait regrettable de le voir mal finir, et il est impossible qu'il en soit autrement. Je lui disais toujours que c'était mal d'oublier de vieux amis. » Il se retourna afin de cacher son agitation, et alla vers la porte auprès de sa voiture, dont il ne parut à peine voir les roues, tellement ses yeux étaient en ce moment remplis de larmes. « Maxime, lui dis-je en m'approchant de lui, quels sont donc les papiers que vous a laissés Petchorin? Ah, Dieu le sait, quelques récits. Mais qu'en ferez-vous? Ce que j'en ferai? Mais j'en ferai des cartouches. Donnez-les-moi, cela vaut mieux. » Il me regarda avec étonnement, et en murmurant entre ses dents, se mit à fouiller dans sa valise. Il en tira un cahier et le jeta à terre avec mépris. Puis d'autres, 3, 10, eurent le même sort. Dans son chagrin, il avait quelque chose d'un enfant. Cela me paraissait triste et plaisant à la fois. « Les voilà tous, dit-il. Je vous félicite de leur trouvaille. Et j'en puis faire tout ce que je voudrais? Même les faire imprimer dans les journaux, ce n'est pas mon affaire. Suis-je son ami, son parent? En vérité, nous avons vécu longtemps sous le même toit, mais il y en a tant avec lesquels j'ai vécu. »
Je pris les papiers et me dépêchai de les emporter de peur que le capitaine ne se repentît de me les avoir donnés. On vint nous prévenir que l'occasion repartait dans 1 heure. J'ordonnai d'atteler. Le capitaine entra dans la chambre lorsque je mettais déjà mon chapeau et il me sembla ne pas se préparer au départ. Il paraissait tout contraint et avait le regard froid. « Mais vous, Maxime, est-ce que vous ne partez pas ?»« Non. »« Et pourquoi ?»« Je n'ai pas encore vu le commandant et je dois régler quelques affaires de service avec lui. »« Mais vous êtes allé chez lui ?»« Oui, j'y suis allé effectivement, dit-il en hésitant, mais il n'y était pas et je ne l'ai pas attendu. » Je le compris. Le pauvre vieillard, pour la première fois de sa vie, avait retardé une affaire de service pour ses intérêts personnels, comme on dit en termes de métier, et voilà comment il en était récompensé. « Je regrette, lui dis-je. Je regrette beaucoup qu'il faille nous séparer avant la fin du voyage. »« Ah, bah, nous sommes, nous, de vieux incivilisés qui ne pouvons pas aller de pair avec vous. Vous êtes des jeunes gens du monde, fiers, et cependant sous les balles vous marchez à nos côtés. Mais ensuite, lorsque nous vous rencontrons, vous rougissez de tendre la main à vos compagnons d'armes. Je ne mérite pas ces reproches, Maxime. Vous savez bien que ce n'est qu'une manière de parler. Mais du reste, je vous souhaite toute espèce de bonheur et un bon voyage. » Nous nous séparâmes assez sèchement. Le bon Maxime était redevenu le capitaine entêté et querelleur. Et pourquoi ? Parce que Petchorin, par distraction ou pour tout autre motif, ne lui avait pris que la main lorsqu'il aurait voulu qu'on lui sautât au cou. Il est triste de voir un jeune homme perdre les meilleurs de ses rêves et les meilleurs de ses espérances, alors que devant lui s'épanouissent les roses à travers lesquelles il aperçoit les choses et les sentiments de l'humanité. Et cependant, il a au moins une espérance, c'est de pouvoir troquer les vieilles erreurs contre les nouvelles, qui ne sont ni moins fugitives ni moins douces. Mais à l'âge de Maxime, comment les remplacer ? C'est involontairement que le cœur s'endurcit et que l'âme se ferme. Je partis seul.